commencer cet échange, je vais faire appel à Meij, voilà, qui vient représenter l'atelier qui s'est passé sur l'agriculture. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous pose du coup les questions qui ont été ressorties de cet atelier sur la souveraineté alimentaire et la résilience paysanne. Donc, on a 2 questions qui ont été remontées. Comment comptez-vous faire cesser le marché des agro-industriels, producteurs de pesticides, qui encouragent l'industrialisation de l'agriculture et les importations de denrées alimentaires, afin de faire respecter les lois qui intègrent le vivant dans l'agriculture, c'est-à-dire le sol, les écosystèmes et la biodiversité? Et je vous pose la deuxième question. On va commencer juste par cette question. Oui, d'accord. Merci de m'épargner. Alors, parce que la première question est déjà très vaste. En gros, nous, on a développé un programme agriculture qui, à ce stade, est déjà très détaillé parce que c'est une de nos priorités fondamentales. Comme vous le savez, c'est la première année où la France va probablement passer sous le seuil de la dépendance alimentaire. Donc, on va à nouveau se retrouver à dépendre d'importations agroalimentaires alors qu'on était autonome depuis à peu près 40 ans. Et on a un problème structurel qui a beaucoup empoisonné le débat public, notamment avec le glyphosate et d'autres questions ces dernières années, avec d'un côté un modèle productiviste qui était défendu par la FNSEA et le gouvernement, et des forces qui croissantes à la fois dans la citoyenneté, mais aussi auprès d'un certain nombre d'agriculteurs de plus en plus nombreux, que ce soit à la Confédération paysanne ou ailleurs, qui cherchaient à développer des autres formes de production. Donc on a beaucoup réfléchi à ça, et d'autant plus qu'on est face à une situation très particulière, c'est que on propose aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est-à-dire qu'on le propose, on l'impose pas. On propose qu'on tienne un référendum sur cette question et qu'on leur rende dans ces circonstances la parole qu'on leur a retirée en 2005. Or, les agriculteurs français dépendent de la PAC très largement, et aussi de l'accès au marché d'abord européen, donc de l'Union européenne, mais aussi au marché auquel donne accès l'Union européenne à travers les accords de libre-échange qui ont été négociés par l'Union européenne ces dernières années, dépendance qu'ils veulent accroître avec le Mercosur et maintenant les échanges avec l'Inde et autres. Donc nous, on cherche d'une part, on réfléchit sur cette hypothèse de sortie et donc de transformation radicale de l'aide aux agriculteurs. Et on a découvert un modèle qui nous a beaucoup intéressé, qui est le modèle suisse. Contrairement au modèle français qui empile les dispositifs d'aide, les réglementations, de sorte qu'il faut être avant tout bureaucrate pour être agriculteur aujourd'hui, a tout lié dans un dispositif avec 7 paramètres différents qui vont évidemment de l'intensité de la main-d'œuvre jusqu'à la contribution à la biodiversité, en passant par la production effective de denrées agricoles, pour essayer de créer justement des aides qui fluctuent selon le panachage de tous ces dispositifs. Au sein de cette homogénéisation qu'on propose, l'un des principaux facteurs, ça va être de basculer. Aujourd'hui, la PAC, elle aide les agriculteurs principalement sur les surfaces exploitées. Donc en gros, c'est des aides à l'hectare, quoi, en gros. Et donc ça favorise naturellement les immenses producteurs, notamment les producteurs céréaliers, qui encaissent des sommes extraordinaires. Et ça favorise aussi la spéculation sur les terres agricoles, parce qu'en réalité, vous avez la garantie de toucher des aides de façon régulière. Et nous, on pense que, par exemple, il faut changer les paramètres sur ce point pour commencer à se concentrer plutôt sur l'unité de main-d'œuvre. Parce qu'on sait que les productions agricoles biologiques, c'est gentil, les productions agricoles qui sont plus respectueuses de l'environnement en général demandent plus de ressources humaines. Et donc, si on commence plutôt à flécher les aides par rapport au nombre d'agriculteurs qui sont impliqués, d'une part, on favorise l'emploi agricole au détriment des exploitations massives, et en faisant cela, naturellement, on va pousser vers une production qui soit plus respectueuse de l'environnement. Ce n'est pas du tout la seule mesure, mais ça fait partie des éléments qu'on propose. Et après, sur l'agriculture, de façon générale, on va avoir énormément de propositions pour répondre à la détresse de nos paysans, enfin, même si c'est de moins en moins des paysans, en ce qui concerne notamment leur droit à un statut social, le fait qu'ils puissent avoir un droit de partir en vacances, et donc trouver des dispositifs qui fassent que l'État soit capable, à un moment donné, de leur permettre de faire des roulements en termes de main-d'œuvre pour pouvoir prendre un peu de temps pour eux. On est dans une société où il était normal de se sacrifier il y a encore 30-40 ans, quand on était agriculteur, médecin,
toute une série de professions comme ça qui étaient dévouées au bien commun et qui, pour des raisons qui n'étaient jamais codifiées ou explicitées, fonctionnaient sur un régime différent du reste de la population. Et aujourd'hui, cette situation est de moins en moins acceptée. Et les jeunes générations sont de moins en moins prêtes à se, entre guillemets, sacrifier, en tout cas de se dévouer à la tâche comme les précédentes. Et donc on est obligé de réfléchir à une homogénéisation des statuts à ce niveau-là. Un autre enjeu fondamental sur l'agriculture, je ne sais pas si c'était ce dont vous vouliez nous parler, mais c'est dans la deuxième question, mais c'est la question du foncier. On a une grande difficulté d'accès à des terres agricoles en France qui est en train de s'accroître. On a des spéculations massives sur ces domaines. Et on a aussi la pression du foncier à des fins de conversion des terres, c'est-à-dire pour les sortir de la production agricole et pour en faire des terres ou faire de l'immobilier ou autre. Et aujourd'hui, quand vous héritez d'une terre agricole, que vous avez vu vos parents, vos grands-parents se saigner pour procéder à ces exploitations, et que tout d'un coup, il y a des gens qui vous proposent des sommes folles qui vous amènerait à changer de mode de vie, qui vous amènerait certes à renoncer à tout cet environnement dans lequel vous êtes né, mais qui vous, en gros, mettrait à l'aise pour le restant de vos jours, eh bien c'est difficile parfois d'y résister. Et on pense que l'État doit avoir un rôle très important à ce niveau-là. À la fois peut-être, ça c'est une des questions qu'on nous a soulevées au Salon de l'Agriculture il y a quelques jours, parce qu'on n'y allait pas pour faire les malins avec les bêtes comme les autres, mais pour échanger avec des agriculteurs. Eux poussaient plutôt sur une adaptation de la fiscalité sur l'héritage. Nous, on réfléchissait plutôt à des dispositifs de préemption de l'État qui permettent justement de se substituer aux agriculteurs tout en leur laissant ensuite le droit d'exploitation des terres. Il faudra peut-être panacher ou réfléchir sur quelles sont les meilleures solutions entre les deux. Enfin, c'est vraiment des éléments très ponctuels, parce qu'on a, je pense, des dizaines de propositions sur la question agricole, mais j'essaye de souligner les plus saillantes. La deuxième question, ça portait justement sur la PAC, et vous en avez en partie répondu. Pour revenir justement sur cette préemption de terres et la préservation des terres agricoles, c'est vrai que on avait discuté ce matin d'intégrer les citoyens en fait dans la SAFER par exemple, afin que quand une terre est préemptée, on puisse privilégier des agriculteurs du coup qui contribuent à des pratiques durables et qui répondent du coup aux demandes des citoyens de localité, de circuits courts, mais aussi de durabilité. Alors, est-ce que vous avez intégré cette dimension citoyenne ? Ouais, on a réfléchi sur la SAFER, sur les SAFER, on a un certain nombre de propositions à ce sujet. Elles ne répondent pas aux attentes qu'on pourrait avoir à leur égard, mais c'est un peu, un contrôle citoyen par des commissions sur, de façon générale, toutes les politiques qui sont locales, qui sont adoptées sur les questions agricoles ou autres. Ça fait partie de notre projet de façon générale au niveau institutionnel. On veut qu'il y ait un contrôle citoyen beaucoup plus important, qui aille au-delà de l'élection. En gros, on était dans une situation où on élisait des maires, des présidents de conseillers départementaux et ainsi de suite, et on leur donnait les clés du camion pendant 6 ans sans aucun moyen ensuite de les récupérer, y compris lorsqu'ils commettaient des infractions. L'objectif, c'est que là, on est quelque part un droit de préemption sur toute décision politique. C'est un peu le principe du RIC à tout niveau. C'est que à tout instant, quand on voit que un élu cherche à se saisir d'un bien public, pour son intérêt personnel ou pour l'intérêt d'autres personnes plutôt que pour l'intérêt général, un collectif de citoyens soit capable de s'interposer et soumettre cette question à une délibération générale, plutôt que dans le petit cénacle qui pourrait se sentir dans une forme d'impunité. Mais de façon générale, sur les politiques agricoles, il y a tout à faire, parce que même des très bonnes idées comme les coopératives, aujourd'hui, on a parlé à un certain nombre, ces derniers mois, on a parlé à un certain nombre d'agriculteurs qui montraient comment il y avait des abus et des grandes difficultés à éviter. Ils étaient obligés d'en passer par des coopératives qui elles-mêmes abusaient et profitaient des cotisations qui se mettaient en place pour les dévier pour des intérêts personnels et pour concentrer les aides. Et on se retrouve dans une situation où ils sont obligés à la fois d'adhérer parce que c'est la condition pour accéder à un certain nombre de marchés ou autres, ou d'aides, et en même temps, derrière, ils ne voient pas le fruit de ces démarches. Donc c'est un peu une problématique dans un autre secteur et existe aussi avec les mutuelles. Vous voyez, où en gros, c'est ce que le Canard enchaîné avait révélé il y a quelques années, en faisant découvrir qu'il y avait des dirigeants de mutuelles qui avaient pour voiture de fonction des Porsche. Vous voyez, parce que pourquoi pas, après tout. Vous voyez, à un moment donné, il n'y a pas de contrôle, il y a toute une série d'impositions légales qui font que c'est difficile de se soigner correctement sans mutuelle, notamment pour l'accès à un certain nombre de choses, notamment sur l'ophtalmologie, et donc ils en profitent.
Ok, merci Mej. Et je rappelle donc qu'on a eu le... Non, pas de souci. Je rappelle qu'il y a eu le débat sur l'agriculture, Oui. Qui était justement animé par Mej la veille, qui a eu énormément de choses intéressantes, donc j'invite les gens vraiment à voir cet échange que vous pouvez retrouver là par la suite. Les vidéos seront mises en ligne. Et il y avait notamment la présence d'un représentant de la MSPM, qui est la Maison des semences paysannes Maralpine. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à cette question des maisons des semences? Non, on a beaucoup réfléchi en termes, pour l'instant, réglementaires, à la question des droits de propriété intellectuelle sur les semences et le futur contentieux qui est en train de naître. Il y avait justement au sein de l'agriculture une conférence, quand on y allait, sur cette question et le développement du contentieux sur ces sujets à la Confédération paysanne, organisée par des militants qui sont impliqués dans ces questions depuis des années, de façon générale sur la brevetabilité du vivant. Et évidemment, notre objectif, c'est... En fait, je pense qu'on a deux choix aujourd'hui. C'est soit on sort complètement de cette logique, soit on décide d'en faire de s'y infiltrer au service du bien commun. C'est-à-dire qu'en réalité, on protège en gros tout ce qui est fait en France pour éviter que d'autres s'en saisissent et commencent à poser des brevets et autres dessus. Ça va être une question en réalité de rapport de force qu'on va être en capacité d'établir à l'égard des grandes multinationales du domaine, dont Monsanto et autres. Et donc non, sur les maisons des semences, on n'avait pas réfléchi spécifiquement sur ces questions. Et je serais intéressé de voir le débat et sa restitution. Très bien. Alors, peut-être juste une dernière chose, si on veut du coup encourager les agriculteurs à verdir leurs pratiques et à se tourner vers l'agroécologie, il y a aussi la question du sol. Et c'est vrai qu'un sol, quand il est mis avec beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques pour remettre ensuite sa fertilité naturelle en route, on a quand même un délai qui est de 5 ans où les rendements chutent drastiquement pour les agriculteurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'aide aujourd'hui à l'accompagnement des agriculteurs vers des pratiques plus éco-responsables parce qu'il y a cet intervalle de 5 ans où ils ne vont pas recevoir aucun revenu. C'est-à-dire qu'il y a des aides à la conversion, mais après, par exemple, les aides au maintien ont été largement sabrées, ce qui fait que donc, vous investissez pour changer de pratique. Donc, en effet, vous avez un temps de latence parce que les sols se sont appauvris et il faut qu'ils se régénèrent. Et quand ça commence à produire des résultats, vous n'avez plus d'aide au maintien qui vous permettent d'assurer la transition de façon à devenir suffisamment rentable et pouvoir tenir. Et donc aujourd'hui, je pense qu'une des principales raisons du taux de déconversion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de déconversion que de conversion de terres du conventionnel de l'agroproductif vers le biologique, c'est lié à cette défaillance dans les dispositifs. Et ça, c'est une défaillance, pour le coup, c'est un choix politique, c'est le gouvernement qui n'a pas poussé auprès de la PAC et dans le cadre du PSN pour les actualiser. Donc on en a beaucoup parlé parce que c'est la première année où en effet donc on est en train de perdre des terres agricoles biologiques, et donc on est obligé évidemment de... Donc nous, on réfléchit sur un dispositif de sortie, comme je vous l'avais dit, non? Mais évidemment, entre-temps, il va falloir quand même maintenir le rapport de force, et deux, il se peut que les Français décident de rester dans l'Union européenne. Donc on est obligé aussi d'avoir à côté en fait une prévision du programme dans le cas où on reste dans l'Union européenne. Et ce qui m'a beaucoup marqué au salon d'agriculture, c'est que la quasi-totalité des personnes avec qui on interagissait identifiaient bien que le problème était au niveau de l'Union européenne, mais aucun au sein de leurs organisations représentatives n'avait ne serait-ce que créé des groupes de travail envisageant l'hypothèse d'une sortie de l'Union européenne, que ce soit la FNSEA, que ce soit la Confédération paysanne, que ce soit les jeunes agriculteurs ou que ce soit la CR. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a une absence de préparation à cet égard qu'on leur a demandé de commencer à voir avec nous, en fait. Alors, c'est une transition parfaite. Là, on va passer au prochain sujet. Merci beaucoup, Mej. C'est une transition parfaite parce qu'il y a eu un groupe de travail sur le Frexit. Voilà, donc je vais faire appel à Ambre. Et je glisse aussi une petite référence livresque concernant ce qui a été parlé. C'est le livre de Fukuoka, La révolution d'un brin de paille, qui a en gros redécouvert la science de l'agriculture sauvage, qu'on peut appeler aussi maraîchage sur sol vivant au Japon. Et je vous invite à lire ce livre qui est fondateur. Donc, je vais présenter un petit peu. Donc, on a fait 3 groupes qui réfléchissent justement sur la possibilité du Frexit à venir après les changements politiques qu'on pourra connaître. Donc, ces 3 problématiques sont économiques, politiques et culturelles. Et donc, on a réfléchi justement sur le principe de souveraineté.
à savoir de quelle manière on pourra en fait faire justement transitionner vers de l'état dans lequel on est actuellement vers justement quelque chose de plus contrôlé par le peuple et de plus comment dire réel par rapport à notre mentalité actuelle. Voilà. Donc les premières questions seront posées par Alexandre et je poserai la dernière question. Alors, je me fais le porte-parole du groupe qui a travaillé sur le Frexit au niveau politique. Un peu plus près, très bien. Est-ce qu'un audit permanent des institutions de biens communs représente un levier juridique et populaire suffisant pour expulser les intérêts privés des institutions? Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a une réflexion sur comment serait mené cet audit ou sur la nature de celui-ci? Parce qu'aujourd'hui, théoriquement, en termes d'audit, on va avoir la Cour des comptes qui est censée s'assurer que chacune de nos institutions étatiques fonctionne de façon correcte. Il y a la Cour des comptes à l'échelle nationale, et il y en a, donc, comme vous le savez, aux échelons territoriaux, et il y en a une aussi à l'échelle européenne. D'ailleurs, ce cher Pierre Moscovici, qui n'a décidément pas envie de finir sa carrière, vient d'y être propulsé. Donc, est-ce qu'un audit en soi suffit? Moi, je pense que non. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que si vous n'avez pas de capacité de sanction effective derrière, comme c'est le cas aujourd'hui de la Cour des comptes, en réalité, vous pouvez faire des coups d'épée dans l'eau s'il n'y a pas derrière la peur que ça génère une sanction, qu'elle soit citoyenne ou judiciaire. Eh bien, la personne en face va dire oui, tant pis, c'est dommage. D'autant plus que c'est des rapports qui sont en général très techniques et difficiles à lire. Alors, pardon, allez-y. Je rajoute un élément parce qu'on a une discussion derrière, donc pour répondre. Alors, le groupe avait dit que les audits devaient être menés par les employés au sein des institutions pour chercher l'efficacité, en fait, et parce que c'est les gens du terrain qui ont souvent les meilleures réponses. Et il y avait également la notion de mandat révocatoire en termes de sanctions. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, le mandat révocatoire, qui l'appliquerait? Est-ce que vous avez pensé que c'était les salariés eux-mêmes ou est-ce que c'est des citoyens? Et si oui, lesquels? Est-ce qu'on ne sait pas encore? C'est la fin de la discussion parce que comme ce n'est pas mon groupe de travail... Les salariés, il me semble... Parce que en réalité, la question du contrôle, du rétrocontrôle par les salariés, enfin les salariés en l'occurrence, on parle de fonctionnaires, non? Parce qu'on parle d'institutions publiques ou pas seulement? Ou est-ce que quelqu'un qui a voulu poser la question veut détailler sur ces points? Alors vas-y. En fin de compte, l'idée, c'est d'organiser des audits à partir des salariés dans chaque institution. Il y a 55 000 institutions de gestion de biens communs en France. Voilà. Et c'est les salariés des institutions qui ont l'expertise. Voilà. Si on arrive à former un audit dans chaque institution avec un prorata usager salarié, les salariés vont pouvoir dénoncer. L'idée, c'est qu'on veut, par ces audits, ressortir le bien privé qui s'est immiscé dans le bien commun. Voilà, c'est tout ce qu'on veut faire dans un premier temps. Et l'idée, c'est de généraliser ça au niveau national. Et la ruche, elle peut être porteur d'un projet comme ça, de dévoilement du piratage du bien commun par le privé. Alors, donc théoriquement, théoriquement, c'est censé être le rôle des syndicats, c'est-à-dire qui dans un pays où le taux de syndicalisation commence à une sorte de baisse tendancielle vers zéro qui est assez angoissant, c'est sûr que du coup ça pose la question de comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un contrôle citoyen. Est-ce que la solution ne serait pas plutôt vers une refonte complète du syndicalisme national, et du coup local, avec pour objectif soit une syndicalisation obligatoire, soit des incitations à la syndicalisation qui elles-mêmes seraient chargées de faire ce contrôle, comme ça existe aujourd'hui par exemple dans les entités privées et en réalité dans le public, à travers les comités économiques et sociaux et autres, qui produisent des rapports justement qui sont censés faire contrepoids à la question, aux dispositions et aux analyses qui sont faites par les organes exécutifs. Est-ce qu'on devrait pas réfléchir dans cette direction-là, ou est-ce que on part, comme la question m'a été posée, ou va m'être posée du tirage au sort, on m'a parlé de tirage au sort, je confonds les espaces. Oui, tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, on ne réfléchit pas à des comités citoyens aux échelles territoriales qui sont chargés, en gros, de traverser l'ensemble des institutions qui agissent à leur niveau, et avec une part de tirage au sort, une part
d'élus et une part de représentants justement des fonctionnaires, salariés, enfin, selon que la structure soit publique et privée, et qu'ils aient un droit de regard sur l'activité des entités qui justement touchent à l'intérêt de la collectivité. Enfin, surtout, l'objectif, c'était de créer ces audits dans les institutions pour arriver à terme de sortir le bien privé des organisations de gestion de biens communs, quoi. Et à partir de ces audits aussi, les salariés deviennent force de proposition et arriver à créer un nouveau paradigme. Alors, je finis peut-être là-dessus. On en vient à la question aussi de la participation, pour le coup. Mais là, on est dans les entités privées, si on parle de salariés. C'est-à-dire sur la question de la possibilité des salariés d'avoir un droit de regard sur l'action de l'entreprise à travers la participation, ce qui est une des propositions qu'on propose. CAF, police, justice, monnaie, tout ça, tous ces organismes-là. Donc, ça serait une question à débattre. Comme je vous le disais, est-ce qu'on s'en tient à un modèle qui est celui qui existe depuis un peu plus d'un siècle, qui consiste à faire des syndicats, les instances de rétro-contrôle et le contrôle intérieur au sein de ces institutions? Et si ce n'est pas le cas, en réalité, est-ce qu'on ne risque pas de réinventer le syndicalisme, en fait, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui, de facto, revienne à créer des syndicats au sein de ces institutions? Ils ne font plus le travail. Oui, aujourd'hui, c'est sûr. Ok, on va continuer sur les questions sur le Frexit, après ces précisions. Alors, mon groupe de travail s'est intéressé cette fois à la souveraineté économique par rapport à cette notion du Frexit. On a noté quelques points importants qui vont amener à ma question. D'abord, le niveau de la monnaie. Est-ce que le retour au franc, la dévaluation de la monnaie, la nécessité d'avoir une monnaie française pour gérer l'inflation peut être un vecteur important d'économie? D'autant plus la question de l'énergie. C'est moi qui ai de l'écho, pardon. La question de l'énergie aussi est centrale, parce qu'on est quand même un fleuron économique, cette fois un peu plus frais, un fleuron énergétique unique, mais l'indexation aujourd'hui du kilowattheure impacte grandement nos entreprises et leurs charges. Quid de la nationalisation des entreprises? Et pour finir, quels échanges commerciaux faire? Donc, l'ensemble de ces points-là m'amène à une question centrale. Dans la perspective d'une sortie de l'Union européenne, comment rester compétitif et souverain économiquement avec un nouveau modèle de coopération internationale? Ok. Vaste question. Ouais, vaste question au pluriel en plus. Sur la question d'un retour à une monnaie nationale, d'une sortie de l'euro, moi j'en discutais avec un certain nombre d'économistes, dont Jacques Sapir. Évidemment, ça va provoquer une dévaluation de la monnaie. Et cette dévaluation, malheureusement, elle est indexée sur notre base productive. C'est-à-dire que plus on importe ce qu'on consomme, plus on va devoir dépenser de notre monnaie pour les ramener. Et donc, la dernière fois que les économistes ont réfléchi sérieusement à l'hypothèse d'une sortie de l'euro, c'était au moment de la crise grecque, en 2013-2014, parce qu'il y avait un risque de démantèlement de la zone euro. Et à l'époque, on avait une base industrielle manufacturière d'à peu près 17-18% du PIB. Aujourd'hui, on est tombé à 10, voire en dessous de 10. Donc, vous vous rendez compte, en un peu plus de 10 ans, l'effondrement auquel on est confronté. Et donc, ça implique qu'en réalité, avec la création d'une monnaie nationale, on ait une dévaluation de 30 à 40%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que théoriquement, à sec, nous perdons, chacun d'entre nous, 30 à 40% de notre pouvoir d'achat vis-à-vis de ce qui est produit à l'étranger, donc vis-à-vis de 90% de la production de biens de consommation. Là, je ne parle pas de l'agriculture et ainsi de suite. Et donc, dans cette situation-là, évidemment, il y a plein de mesures qui peuvent être prises pour s'assurer qu'il y ait une plus juste répartition des richesses, qu'il y ait une stabilisation des salaires et du pouvoir d'achat avec l'indexation de celui-ci des salaires et des prestations sociales sur l'inflation, qui s'assure que, en gros, la base sociale ne soit pas impactée, que la classe moyenne soit protégée et que ça génère une distribution de richesses d'autant plus importante qu'en réalité, la sortie de l'euro ferait s'éclater toute une série de bulles spéculatives, disons l'immobilier, et en particulier l'immobilier dans des zones comme ici ou à Paris, avec une conséquence quand même latérale importante, qui est la question des bilans des banques françaises, qui aujourd'hui sont soutenues grâce à la valeur artificielle de l'immobilier. Vous voyez, le même bien qui coûtait 500 000 euros il y a 20 ans, aujourd'hui coûte 5 millions d'euros. Dans un bilan bancaire, ça permet de donner à croire que la banque a 5 millions d'euros, parce qu'elle a un crédit, parce que le bien est hypothéqué. Et donc, derrière, ça lui fait prêter plus, parce qu'elle garantit ses prêts, notamment sur les actifs qu'elle a au bilan.
Donc ça lui permet de respecter les critères de Bâle 3, etc. Bon, ça c'est du détail financier. Et donc dans une situation comme celle-ci, si tout d'un coup il y a un éclatement des bulles spéculatives et ce qui valait 5 millions d'euros revaut 500 000 euros, il y a la première question. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont des crédits? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas de crédit mais qui ont investi toutes leurs économies pour acheter un bien qui tout d'un coup ne vaut plus qu'un dixième de ce qu'il valait la veille? Est-ce qu'on considère qu'ils avaient qu'à pas spéculer? Bon, c'est un peu brutal quand même comme méthode. Donc, quelles sont les méthodes qui vont faire qu'à un moment donné, vous créez des caisses de compensation qui font que ce ne soit pas trop radical? Pareil pour les banques. Qu'est-ce que vous faites pour éviter que les banques françaises s'effondrent et que du jour au lendemain, on ait une crise économique mondiale? Vous voyez? Donc, toutes ces questions, elles sont pas évidentes. Elles ont des solutions techniques, mais qui demandent de la préparation. Ça, c'est le premier point. Et surtout, demandent une discussion publique. C'est pour ça qu'on propose un référendum. On propose un référendum où, dès le moment où on aura libéré les médias, et donc on aura à nouveau un débat public sain qui se concentre sur ces vrais sujets et pas sur les distractions auxquelles on est confronté tous les 4 matins, eh bien, on est pendant 6 mois une vraie discussion de fond sur si on est prêt ou pas à faire le pas. Et on fait le pari aussi que par la délibération, par l'opposition de forces qui vont être pour ou contre cette mesure, eh bien, chacun, d'une part, va affiner sa réflexion, va voir les points aveugles, les conséquences qu'il n'avait pas anticipées, et d'autre part, va finir par pouvoir se décider en se disant, bon, bah, finalement, ça vaut quand même la peine, parce que ça va nous permettre de sortir de dépendance, ça va nous permettre de reconstruire un appareil productif national qu'on n'avait pas, ça va nous permettre de redevenir un pays indépendant et souverain, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est notre pari fondamental, et donc ça implique ces conséquences-là. Et évidemment, si on sort de l'euro, il va absolument falloir créer non seulement des coopérations en termes industriels de production, mais même des alliances qui vont au-delà, y compris des marchés communs qui permettent, sur d'autres bases. C'est ce qu'a fait l'Allemagne avec l'euro. L'Allemagne, avec l'euro, non seulement a profité du fait qu'elle a imposé son taux de change, en gros, l'euro c'est le marque, on va pas se mentir, mais en plus, elle a construit ce qu'on appelle un Interland, c'est-à-dire un arrière-pays en Europe de l'Est, donc dans les pays baltes, en Pologne, et ainsi de suite, qui lui a permis de délocaliser sa production là-bas, de créer des filières industrielles où, en gros, toute la recherche et développement, par exemple, était en Allemagne et ils profitaient des plus bas salaires dans les pays de l'Est. Et ils ont créé des synergies qui leur ont permis de devenir une puissance industrielle, là où nous, on n'avait pas d'espace de repli, et on a décroché, et on s'est retrouvé dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et donc nous, évidemment, en sortant de l'euro, il va falloir qu'on construise ces interlands, qu'on construise des partenariats avec des puissances partenaires pour aller dans cette direction-là. Et du coup, j'ai oublié les 2 questions du milieu, je suis désolé, mais... vous avez déjà répondu en partie, mais c'était donc rester compétitif et souverain économiquement avec un nouveau modèle de coopération internationale. Voilà, ça c'était la dernière. Et la deuxième et la troisième? Les points, c'était la nationalisation de certains grands axes et les échanges commerciaux et l'aspect de l'énergie. Donc, avec le parc nucléaire. L'énergie, c'est important parce qu'on est, en effet, comme vous le dites, un joyau en termes de production électrique. Bon, très bien. On nourrit l'Europe tout en payant très cher notre électricité à cause des modalités de fixation du prix sur le marché européen de l'électricité. Donc ça, c'est évident qu'il faut en sortir. C'est-à-dire que nous, on paye l'électricité au prix du gaz alors que notre électricité vient du nucléaire qui est beaucoup moins cher. Or, le gaz, aujourd'hui, nous coûte beaucoup plus cher parce qu'on l'importe des États-Unis. Donc c'est du gaz naturel liquéfié, alors qu'avant on l'importait de Russie à un prix beaucoup plus bas. Tout ça à cause de la guerre en Ukraine. Donc c'est clair qu'il faut sortir de ce mécanisme de fixation des prix, ça c'est un premier point. Aussi, et je suis désolé, je vais être un peu égoïste, mais un peu franchouillard, mais pour facturer au reste de l'Europe le prix de nos infrastructures et de nos investissements, parce qu'eux, ils sont en train de s'amuser avec du renouvelable qui coûte beaucoup plus cher pour nous le faire payer à nous, alors que ça crée de l'instabilité sur le réseau, et c'est nous qui stabilisons ce réseau-là. Donc ça, c'est un premier point. Et sur la question et ça me permet de répondre aussi sur la question des nationalisations. Typiquement, sur le marché de l'électricité en France, on a un vrai faux marché. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui se font de l'argent sur le dos des Français en ne produisant pas d'électricité, mais en nous la vendant. C'est grâce à l'Union européenne qui nous a imposé ça. On a une sorte de fausse privatisation, enfin une fausse concurrence entre acteurs économiques qui, en gros, achètent leur électricité à EDF et nous la revendent avec une marge, mais qui après vous font des offres, et qui en fait investissent tout leur argent pour faire des offres commerciales à mort moelle-neu pour vous convaincre qu'il vaut mieux aller chez eux plutôt que chez un autre, alors qu'ils n'ont aucune valeur ajoutée et qu'en réalité, ils ne peuvent pas vendre l'électricité plus bas qu'EDF parce qu'ils sont déjà en train de l'acheter à EDF. Donc ils sont obligés d'accroître le prix en essayant de vous créer des entourloupes
dans tous les sens. Donc ça, il faut non seulement mettre fin à ce système, mais il faut surtout aller chercher les responsables qui nous ont fait dépenser des milliards de façon scandaleuse tout au long de ces années, et évidemment récupérer ces ressources qui ont été accumulées de façon indue. Pour vous donner un exemple sur un secteur, mais l'idée c'est dans tout secteur où en fait la concurrence est factice, c'est un peu pareil avec les trains. Les trains, on se retrouve à essayer de créer de la concurrence sur une industrie, oui, sur laquelle vous n'allez pas avoir des investissements qui vont multiplier les rails en France. Et en réalité, la seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est en train d'essayer d'optimiser la gestion du réseau qui en réalité était déjà parfaitement optimisé, en forçant SNCF Réseau à libérer des créneaux pour les donner à des entreprises privées qui vont essayer de capter de la valeur ajoutée de cette façon. Bon bref, il faut sortir de ces mécaniques. Partout, il y a des monopoles naturels. On va passer à la troisième question, à la dernière. Ouais, super. Donc nous, on a abordé justement donc la culture, et justement, mais ça fait écho avec l'économie parce qu'on sait que la culture a un lien direct avec ça. Donc on a eu une réflexion en fait déjà sur la jonction entre le principe de culture et le principe de mœurs, savoir comment une personne évoluait déjà personnellement son rapport à elle-même, son rapport à la société, et donc ce qui induisait par conséquent le principe de culture, comment se construisait une culture, sur quelle échelle temporelle se construisait une culture, et de la même manière une mœurs. Et justement, nous en avons sorti donc une question qui dit donc si l'on souhaite développer une stratégie de transition de la culture mondiale, donc culture américaine principalement, et aussi de plus en plus asiatique, vers une culture donc plutôt axée sur la souveraineté francophone, que ça soit donc française ou toute la Polynésie, etc. Quel point d'action en fait pourrions-nous déjà mettre en place, des points clés, et quel point du coup préconiseriez-vous en fait pour nous? Moi, il y a une proposition sur laquelle j'aimerais bien qu'on réfléchisse collectivement, et parce qu'elle m'est très importante, parce qu'elle est ce qui a expliqué que je me retrouve dans le jeu politique institutionnel, alors que ce n'était pas du tout mon intention initiale. Pour faire la jonction entre les deux questions, il y a pour moi, le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma français, Jean-Luc Godard, qui avait ce mot que j'aime beaucoup, qui consiste à dire la construction européenne a commencé avec le charbon et l'acier. 50 ans plus tard, l'Europe n'a ni charbon ni acier. Heureusement qu'elle ne s'est jamais occupée de culture. Enfin, il y a ce côté un peu... C'est une boutade, évidemment, mais l'enjeu sur la question de l'indépendance et de la souveraineté culturelle, moi, je l'ai approché assez vite avec la question de Hadopi. Je me suis engagé, c'est comme ça que j'ai rencontré Julian Assange et que je me suis engagé auprès de Wikileaks. On se battait contre Hadopi. Hadopi, à l'époque, voulait couper le cordon à 300 000 connexions Internet chaque année de personnes qui consommaient des biens culturels en dehors des plateformes qui, à l'époque, étaient d'ailleurs quasi inexistantes. En gros, des personnes qui faisaient du peer-to-peer, du partage pair à pair. Pour ceux qui ont connu cette époque, c'était des choses qui s'appelaient BitTorrent, Casa, LimeWire, tout ça. Bon. Et donc, en fait, tout le monde avait commencé à la fin des années 90, au début des années 2000, à partager leurs œuvres qu'ils avaient numérisées, vous voyez, qu'ils avaient achetées en cassette, en CD, en vinyle, ils les mettaient sur leur ordinateur, et ensuite ils avaient créé des réseaux qui permettaient de les mettre en partage gratuitement pour tous les autres. Et donc ça a évidemment fait peur à toute l'industrie du disque d'abord, puis après quand les connexions Internet sont améliorées du cinéma, qui sont lancés dans ces guerres contre le piratage dont vous vous souvenez tous, parce qu'on a tous encore des DVD avec les annonces un peu brutales qui ouvraient les films sur la question. Et donc, à un moment donné, ils ont voulu y aller en disant quiconque partage à un moment gratuitement ses œuvres va se voir sa connexion coupée. Donc déjà, on a réussi à désactiver Hadopi, qui fait plus vraiment peur à personne, mais surtout, on avait élaboré ensemble, avec la Quadrature du Net, avec des grands penseurs comme Philippe Aigrin et d'autres, ce qu'on appelle une licence globale. C'est en gros, on rajoutait une taxe affectée de 4 ou 5 euros sur les connexions Internet. Donc à l'époque, on passait de 30 à 35 euros. Ça donnait un peu plus d'1,5 milliard par an à distribuer au milieu culturel pour produire des œuvres de cinéma, de musique et autres. Et en échange, il y avait un droit au partage qui était offert à tout le monde. Et donc, on avait proposé cette chose en 2012. C'était avant l'arrivée de Netflix et compagnie. Et ce qu'on disait à l'époque, c'était, mais si on ne fait pas ça, si on ne fait pas une licence globale publique, il y aura des licences globales privées qui vont arriver parce que les gens se sont habitués à l'illimité. Et la nature même d'Internet, c'est d'avoir accès aux biens parce que le coût de reproduction est nul.
voyez, autant fabriquer un DVD, un deuxième DVD, un troisième DVD, à chaque fois vous avez un coût pour les multiplier. C'est pour ça que l'analogie entre le vol d'œuvres physiques et le vol, entre guillemets, le piratage sur Internet n'a aucun sens. Parce qu'en réalité, marginalement, le coût est nul pour la production d'œuvres supplémentaires, enfin la distribution d'œuvres supplémentaires sur Internet. Et c'est ce qui est arrivé. Et on s'est retrouvé évidemment avec des licences globales privées qui ont émergé, qui s'appellent Netflix, qui s'appellent Spotify et autres. Or, celles-ci, non seulement font remonter tous les revenus à l'étranger, et ne laissent qu'une part congrue aux œuvres et aux artistes français, mais en plus nous vendent, pardonnez-moi, pas des œuvres de très grande qualité, et des œuvres, d'une part, qui sont faites pour nous fixer sur l'écran, donc qui ne cherchent pas à générer quelque chose de l'ordre de la création, et d'autre part, qui sont complètement codifiées culturellement à l'étranger. Donc on a perdu sur tous les tableaux, alors qu'en réalité, on avait une solution qui nous aurait permis souverainement de limiter tout cela. Et aujourd'hui, il y a un espoir dans tout ça. Et il y a un espoir parce que non seulement je pense que c'est encore faisable, et d'autre part, vous me direz oui, mais les États-Unis vont nous faire un contentieux horrible, ils vont nous faire des procès dans tous les sens, on va jamais y arriver. Oui, mais on a une arme là qui vient d'arriver toute récente, qui est la question de l'intelligence artificielle. J'en parlais hier pendant la conférence. Les intelligences artificielles qu'on va tous être obligés de payer, soit directement en tant qu'individus, soit à travers les entreprises qui vont s'en servir, et qui sont toutes aux États-Unis, elles se sont construites principalement exclusivement d'ailleurs, sur le pillage des savoirs générés dans le monde entier, et notamment des savoirs français. Or, il n'y a aucune raison qu'en tant que peuple, on n'aille pas voir les Américains en disant « les cocos, vous gagnez X dizaines ou centaines de milliards par an grâce au pillage que vous avez fait de nos œuvres pour nous vendre des services, eh bien, il va falloir que vous nous donniez 30, 40, 50% de ce bénéfice. » Et là, ils vont un peu trembler. Je sais pas. Et là, on aura une arme de négociation pour dire « ah d'accord, si vous voulez, on peut renoncer à une partie de ce bien, mais en échange, nous, on fixe une limite qui fait qu'on peut reconstruire un écosystème culturel, une sorte à l'époque, je l'avais appelé l'acte 2 de l'exception culturelle française. Je l'avais refilé à Hollande, qui avait bien annoncé l'abrogation d'Adopi, et évidemment, dès qu'il arrive au pouvoir, il a trahi. Ok, ça va être la fin là, de l'échange. Si tu avais une remarque. Juste rebondir, là on parle spécifiquement de la culture, mais justement de manière pour récupérer cette culture-là, on doit reconstruire des mœurs qu'on a perdues il y a 70 ans, et même peut-être avant par rapport aux guerres, quand on a été déconstruit par un système, que ça soit américain, français, par toutes ces guerres-là. Et donc, pour récupérer ce savoir-faire culturel qu'on a déjà, que ça soit littérature, que ça soit musique, que ça soit art plastique et tout ça, je pense sincèrement qu'il y a cet axe d'éducation réelle à la souveraineté personnelle, à reconstruire des mœurs qu'on a perdues, faire petit à petit contre-pouvoir, de manière à pouvoir après faire sortir ce contrôle-là, en fait. Moi, j'ai le défaut de vous répondre en candidat à la présidentielle, c'est-à-dire à partir de l'État, c'est-à-dire à partir des moyens qu'un État va avoir et par le haut. Et après, il y a la reconstruction, entre guillemets, par le bas, par la société, la construction, en fait, d'un savoir-vivre. Et donc, en gros, mon boulot, c'est de réfléchir à tous les instruments qui vont pouvoir contribuer à ces évolutions. Je repense à un autre élément très rapidement, mais sur la question qui est encore liée à la technologie, mais qui du coup touche quand même à ces questions, la reprise de contrôle sur les algorithmes, et le fait que ce soit les citoyens français qui soient en capacité de déterminer comment fonctionnent les algorithmes, et pas l'État, et pas des puissances privées étrangères, c'est fondamental parce que c'est aujourd'hui notre principal miroir. Et en fait, c'est le principal instrument pour façonner les imaginaires, pour façonner les comportements à l'échelle interindividuelle aussi. Donc ça fait partie des mesures qu'en gros, à travers l'État, on peut mettre en œuvre pour essayer de faciliter cette reconstruction plus générale. Et comment est-ce qu'on reconstruit une culture qui a été dévastée? Vous parlez de la guerre, moi je parlerai de la guerre économique et l'industrialisation et la société de consommation et tout ça. On ne va pas réapprendre du jour au lendemain à faire des plats traditionnels, à retrouver des... Et en fait, en réalité, on ne retrouvera pas une grande partie des traditions qu'on a perdues. Et on va être obligé, en effet, de les reconstruire. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait quand, même dans des beaux pays comme ici, il y a des zones d'activité économique qui, en fait, rendent barbare le rapport à l'autre, parce que il n'y a plus l'interaction avec l'artisan, avec le commerçant, parce que tout est standardisé, parce qu'en gros, les produits que l'on consomme, la façon de s'habiller n'est plus du tout liée au territoire, aux personnes qui le fabriquaient localement. Tout ça, c'est des enjeux qui, pour le coup, dépassent
très largement la question interpersonnelle, parce que c'est des politiques publiques qui incitent à cette dévastation. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter que des élus locaux cèdent à la tentation de cette source de revenus supplémentaires, de la création d'emplois à court terme? Ça, c'est des vrais enjeux sur lesquels il faut qu'on continue à travailler. On fait des propositions, mais ça va être une priorité très importante parce que ça va être une sorte, on va être obligé de se contraindre collectivement. Et c'est peut-être plus facile à envisager pour ceux qui ont déjà fait une partie de leur vie que pour ceux qui ont peur que ça les prive, à minima. Enfin, vous voyez, parce que beaucoup de ceux qui sont ici sont des gens qui en sont revenus de la société de consommation, qui en sont revenus de ce modèle, mais qui sont passés par là. Une grande partie de la population n'y a pas eu accès, et donc est encore fascinée par la possibilité de... Vous voyez, à mon échelle, moi j'ai connu les mondes dominants, toutes les paillettes et tout ça. Jamais je me vanterais de ne pas être tenté par eux, parce que je suis passé par eux. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de voir ça et de savoir ce qu'il y a derrière. Quelqu'un qui le découvre sur Instagram, ça va être très difficile pour lui de résister, de se dire « Ah non, il faut que je rentre là-dedans parce que ça a l'air vraiment génial ». Ok, merci beaucoup. On a passé pas mal de temps sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il est fondamental. Bon, vraiment, je ne peux pas laisser passer. Il faut que je parle du réalisateur Bresson, qui est un réalisateur extraordinaire français aussi, qui a fait un merveilleux film, notamment, qui s'appelle le journal d'un curé de campagne. Et je vais appeler l'atelier Branco. Voilà. J'espère que ça n'a pas fait trop de soucis, que des gens travaillent sur vous pendant 1h30. Voilà. Et à ma modeste expérience, je rappelle aussi que dans la France entière actuellement, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de groupes, beaucoup d'associations qui travaillent à cette régénérescence culturelle, et que pour ceux qui s'y intéressent, vraiment, il y a une panoplie. Ils sont présents, hein, vous pouvez les trouver, et ils grandissent et ils se connectent de plus en plus. Voilà, donc bienvenue à JC et à Lou, ok, ravi. Et donc je vous laisse donner votre résultat de travail. Il faut allumer le micro. Alors comme première question, au plus loin que vous puissiez remonter, d'où vient cet engagement, tout simplement? Alors, j'en ai parlé sur Adopi parce que j'étais enfin c'est évidemment pas le seul, mais j'étais un peu geek. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la technologie. Et par ailleurs, ma famille venait du milieu du cinéma. Enfin, mon père était dans le milieu du cinéma. Et donc, je connaissais très bien les mécaniques économiques, industrielles du milieu du cinéma. Parce que j'adorais ce que faisait mon père, ça m'intéressait. Et donc, la combinaison des deux m'a fait me dire, tiens, là, il y a un problème. Et enfin, plus le fait d'avoir 16 piges et de voir que je pouvais télécharger tous les films de la Terre. Et je me disais, c'est quand même plutôt bien, c'est plutôt une avancée, j'ai l'impression, pour l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on veut le restreindre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et après, une fois que j'ai fait ce travail-là, qui me semblait assez évident, en fait, dans sa résultante, la découverte des appareils de pouvoir qui essayaient d'empêcher qu'on adopte des solutions qui en fait contribuent au bien commun, qui permettaient qu'il y ait une vraie démocratisation culturelle, ça a été un peu l'hallucination pour moi de me dire mais en fait il y a des gens qui sont prêts à tout pour préserver leurs privilèges, y compris détruire les vies de beaucoup de personnes. Mais bon, sinon si on remonte, ma mère se fiche souvent de moi parce que quand j'avais 5 ans, c'était pendant la guerre de Yougoslavie, elle me dit qu'un dimanche j'étais allé chez elle, dans sa chambre quoi, et que j'avais commencé à faire des tours autour du lit en lui disant quand je serai grand, je serai ministre de la Défense pour envoyer les soldats qui sont en Europe, pour les envoyer en Afrique pour aider les Africains à mieux s'alimenter. Ce qui est un peu délirant pour un gamin de 5 ou 6 ans, je ne sais plus quel âge elle me donne. J'espère que c'est pas vrai, quelque part, qu'elle me raconte juste ça comme ça, parce que ça fait un peu flipper. Donc je me suis toujours intéressé à ces questions et à la façon de trouver des façons d'améliorer. Alors c'était un peu naïf et un peu néocolonial d'ailleurs, on pourrait dire aujourd'hui, mais c'était le réflexe qu'un enfant avait pu avoir face à ce qu'on voyait à la télé à l'époque, avec la multiplication des violences qui existaient. Voilà. D'accord, merci. Ensuite, on a parlé donc de votre livre Coup d'État. Oui. On a échangé autour de la mondialisation et en fait, on s'est posé la question toute simple. Vous parlez que les premières victimes de cette mondialisation, ce sont ce peuple que vous définissez en tant que personne fragilisée, et on n'a pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez le définir? En fait,
tout ce dont on parlait tout à l'heure, les traditions et les structures qui nous permettaient de nous lier et d'exister au-delà et en deçà de l'État. Vous voyez, quelles que soient les évolutions politiques, quels que soient les coups de frein ou les coups d'accélérateur que l'économie pouvait avoir, ils ont été détruits par la mondialisation productiviste qui ont fait qu'on n'a plus de repères qui nous permettent de survivre en tant que société au-delà des évolutions politiques. On est devenu en réalité extraordinairement vulnérable aux moindres évolutions de celles-ci et en gros dépendant des appareils d'État mais aussi du marché. Il y avait une résilience qui nous permettait, y compris en étant beaucoup plus pauvre en termes monétaires qu'aujourd'hui, de survivre en tant que société à l'échelle locale, avec des réseaux de solidarité, d'aide, parce qu'on se connaissait plus, parce qu'on avait l'appui de l'expérience et de la connaissance qui remontait à des siècles au préalable, et aussi des socles de valeurs qui avaient été disséminés notamment par la religion à un moment, mais une connaissance en gros intime de nous et aussi de notre environnement qu'on a complètement perdu parce que en gros, tout est allé directement. On est devenu en gros des consommateurs. Je ne sais pas comment le dire en d'autres termes. Et en devenant des consommateurs, on a perdu le lien entre le produit qu'on consommait et sa source. Et du coup, on s'est perdu nous-mêmes parce qu'on a perdu le chemin qui allait justement jusqu'à l'acte de consommation. Et donc cette vulnérabilité qui est extraordinairement violente, elle s'applique en particulier aux classes les plus populaires parce que en réalité, les classes dominantes se sont reconstruites et se sont reconstitués dans cette mondialisation, ont recréé des réseaux de solidarité. L'affaire Epstein le révèle, c'est-à-dire qu'ils vivent, c'est une hyperclasse qui vit au-delà des clivages idéologiques, mais y compris des frontières. Le Covid aussi l'a montré. Pendant le Covid, les classes les plus favorisées continuent à voyager, continuent à avoir accès, que ce soit même à l'échelle nationale, à leur résidence secondaire où ils vivaient parfaitement, à l'échelle internationale. Et c'est notamment ce qui explique qu'ils étaient à ce point indifférents aux souffrances générées par le confinement et d'autres mesures, parce qu'eux-mêmes, en réalité, ne le vivaient pas du tout de la même façon que la plupart de la population. Et aujourd'hui, ces classes dominantes, en réalité, sont devenues, en tout cas en France, de plus en plus des classes compradors, des élites compradors, c'est un terme un peu marxiste, je suis désolé, mais dont le rôle est de donner accès aux ressources françaises à leurs pairs à l'international. Donc, en gros, ils vivent de la prédation que l'on subit. C'est un peu comme ça que s'est constitué Emmanuel Macron avec les privatisations successives dont on parle souvent dans les médias alternatifs, que ce soit Alstom ou d'autres. C'est-à-dire, on permet à une grande entreprise internationale de mettre la main sur un bien national, et en échange, cette entreprise internationale va nous donner de l'argent, va financer des avocats d'affaires, va financer des banquiers, va financer toute une série d'intermédiaires, va soutenir des hommes politiques qui vont permettre cette prédation. Et ça va alimenter le petit Paris. Donc au sein de Paris, vous continuez à vivre bien, mais le reste de la population, elle, va devoir payer cette différence. Non seulement l'argent qui a été distribué au sein du petit Paris, mais aussi les conséquences de ne plus avoir de souveraineté énergétique ou autre. Donc vous avez une désolidarisation de la tête avec le reste du poisson, en quelque sorte. Oui. Vas-y. Aussi. Déjà, Juan, merci de répondre aux questions qui sont posées. Là, en tant que membre actif qui est au contact de la population, qui ne vous connaît pas, j'aimerais vous poser une question. C'est un des arguments qu'on va souvent nous renvoyer pour ceux qui vous connaissent sous un mauvais angle, peut-être. Vous dire, mais Juan Bancro, il y a un article le 24 avril 2019 qui dit qu'en fait, il a été avec Attali. Donc, que répondriez-vous aux détracteurs qui prétendent que vous êtes propulsé à cette place médiatique qu'on vous a donné cette ampleur parce que justement, vous êtes vous-même quelqu'un qui est issu du système, qui avait travaillé pour Attali? Je pense qu'il y a eu, au moment de Crépuscule, il y a eu toute une série de rumeurs et de fausses informations qui ont circulé autour de moi pour essayer d'alimenter cette appréciation. Et ces rumeurs et ces informations, elles ont pu avoir un écho parce qu'à l'époque, en effet, j'étais encore relativement intégré au sein du système en place. C'est-à-dire que j'avais encore un accès aux médias nationaux, c'était vrai, parce qu'en fait, j'étais en train de me désolidariser à un instant T. C'est-à-dire que j'étais tout le temps invité sur BFM, CNews et compagnie, et tout d'un coup, je leur sors Crépuscule, qui est quand même
pardonnez-moi, je vais être vulgaire, mais un petit coup de boule qu'il leur est donné. Et sur le coup, ils sont un peu désorientés. Donc, ils savent pas trop comment réagir. Ils continuent à m'inviter, un peu moins. Mais quand ils m'invitent un peu moins, les gens réagissent et disent, mais pourquoi vous l'invitez pas? Donc, ils sont obligés de me réinviter. Ça a duré un temps. Et à un moment donné, ils ont résolu le problème en m'accablant d'accusations diverses, que ce soit d'abord l'affaire Griveaux, où on a essayé de faire de moi le grand comploteur qui l'avait forcé à montrer son sexe protubérant à la France entière, puis après des accusations de compromat, puis après, enfin bon bref, j'ai eu une sorte de litanie d'accusations et de couverture médiatique extraordinairement violente et constante, et en réalité, à aucun moment, il y a eu un retour en arrière. Moi, j'y réfléchissais il y a quelques jours, ça fait 10 ans que j'ai pas eu un article positif dans une presse institutionnelle. 10 ans, c'est très long. Sauf que le point de départ était tellement fort, parce qu'ils m'ont beaucoup mis en avant quand ils pensaient que j'étais encore en compromission, en tout cas en cohérence avec leurs intérêts, leurs ambitions, que c'est très difficile pour eux de renverser le truc. J'étais un peu le petit enfant modèle de la République, vous voyez, Normal Sup, Sciences Po, je pars à Yale, je travaille au Quai d'Orsay, à Coopéra International, je fais ma thèse très rapidement, je travaille pour Julian Assange et Wikileaks, qui à l'époque n'était pas perçu comme menaçant par les élites françaises. Vous voyez, à l'époque, Wikileaks, donc il y avait un côté un peu rock'n'roll et cool du français qui bosse pour une star internationale. Enfin, et on voyait pas trop les implications jusqu'à ce que WikiLeaks sorte les mails de Macron, les Macron Leaks. Et là, tout d'un coup, on se dit ah ouais, en fait, il va falloir faire attention à ces gugus. Et puis après, il y a la pression américaine aussi pour dire non, attendez, WikiLeaks c'est pas bien. Donc la DGSI me met sur la liste de contre-espionnage. Puis après, on commence à avoir des petits actes d'intimidation qui commencent les uns après les autres. Donc il y a eu une dissociation progressive. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui regarde factuellement la situation, on n'a aucun appui. On n'a pas d'invitation complaisante, on n'a pas d'invitation tout court, on n'a pas d'appui économique ou financier qui soit assumé ou caché, et on est obligé de travailler en fait à la débrouille, quoi, en fait, entre nous. Et c'est ça notre principale garantie, c'est que la seule chose qu'on a construite, c'est ces espaces collectifs. Là, quelqu'un qui a la générosité de nous prêter cette salle, et je pense que c'est très important qu'on les remercie. Merci Sherazade, merci Jonathan. Des membres de Ruche qui font l'effort, qui prennent sur eux pendant des semaines pour préparer cet événement, pour s'organiser. Des mois. Merci à vous. Non, mais c'est important. Et on a la chance que, pour l'instant, grosso modo, les grands propriétaires de réseaux sociaux américains en ont pas grand-chose à faire de la France et nous laissent à peu près faire. Alors tout d'un coup sur Twitter ça descend énormément, mais on a encore un peu Facebook. Et donc on arrive de façon relativement autonome via YouTube et via quelques chaînes indépendantes, mais les seuls endroits où vous m'avez vu ces derniers mois ou années, c'est que des chaînes indépendantes. Alors qu'est-ce qui se passera quand on y reviendra? Il y a deux options. Soit on y revient grâce aux 500 signatures des maires, et là en fait ils vont être obligés de nous inviter pour des raisons légales. Équité de temps de parole, puis égalité du temps de parole. Et donc là, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Soit, à un moment donné, il y a un coup d'accélérateur, et c'est ce qu'on nous avait proposé, ce que je vous racontais hier, l'année dernière, avec l'article du Monde. Et ben, l'article du Monde, la journaliste du Monde, on l'a reçu avec une mini-guillotine. Vous voyez, donc l'idée, c'était de se dire, c'était d'envoyer un signal, de dire, on ne va pas rentrer dans votre jeu, et quand on rentrera dans ce jeu de représentativité à nouveau, on le fera en étant suffisamment fort pour ne pas avoir de tentation, pour céder ou quoi que ce soit. Et c'est l'autre protection qu'on a générée, c'est ce projet. On fait naître l'hypothèse d'une candidature à présidentielle à partir d'un projet. Vous voyez, donc c'est l'inverse d'Emmanuel Macron qui se présente à vous sans projet et qui vous demande de se faire élire, en gros, sur la confiance qu'on aurait sur cette personne. De sorte qu'en réalité, tout doit être jugé à partir des propositions qu'on fait, qu'on peut contrôler, qu'on peut amender, dont on peut dire mais ça va pas. Je ne sais pas si on va parler finalement du veto présidentiel ou pas. On peut en argumenter, en discuter, mais en tout cas, ça sera sur une base où il n'y aura pas de phénomènes cachés. Et l'idée même du RIC et des référendums, notamment sur l'euro, c'est de ne pas faire dépendre ces décisions non seulement de l'esprit d'un homme, mais aussi de sa volonté, qui en effet peut être tordue. Parce que, à force d'influence et de pression, même la personne la plus pure ou la plus sincère ou la plus honnête, vous pouvez la courber, puis après la tordre, puis après la broyer. Et donc là, on a une base qui fait que quoi qu'il arrive, on sera tenu et engagé par les propositions qu'on aura faites. Donc je pourrais vous donner plein d'exemples, mais en tout cas aujourd'hui, je souhaite bon courage à celui qui considérerait qu'il y aurait de quoi désirer au destin que m'ont fait nos dirigeants et de penser qu'il y aurait là une manœuvre cachée pour
pour me propulser, parce que c'est pas le chemin le plus facile qu'on ait pu trouver. Et de façon générale, ces mécaniques-là fonctionnent de moins en moins. J'en parle souvent, non pas que je sois follement amoureux de lui, contrairement à ce que certains ont tenté de prétendre, mais ce qui s'est joué autour de Gabriel Attal au moment de sa nomination comme Premier ministre, c'était exactement le même mécanisme qui avait été appliqué à Macron. D'ailleurs, dans Crépuscule, je l'annonçais en disant, voilà, ils ont fait avec Macron, ils vont le faire avec Attal, ils l'ont fait en effet 5 ans plus tard, et vous avez vu que cette fois, ça a duré 6 mois. Contrairement, pourquoi ? Parce que c'est de plus en plus difficile de faire avaler au peuple français ces méthodes de manipulation, ce bombardement sur BFM. Quand j'ai retrouvé ma prof d'histoire géo de lycée sur BFM en train de dire que Gabriel était l'élève modèle par excellence, j'avais l'impression de vivre dans une dystopie. Vous voyez, enfin, il l'avait sorti de son tombeau pour essayer de. Je veux dire, il y avait un truc. Je savais qu'ils allaient mettre en place des choses comme ça, mais j'imaginais pas qu'ils étaient capables de grossièreté pareille. Et donc je pense qu'on commence à avoir, je ne dis pas qu'on a une immunité absolue, mais on commence en fait à se protéger, à avoir des mécanismes de protection qui vont faire que, d'une part, on ne va pas donner notre confiance aussi facilement, et ça c'est sain, et d'autre part, quand on la donnera, ce sera que dans des cadres structurés comme ceux qu'on est en train d'élaborer. Ok, vous avez encore des questions ? Et Attali, je l'ai croisé une fois dans ma vie pendant une association qu'il avait parrainée, enfin, pour répondre sur le fait. Et il avait été extraordinairement désagréable avec moi. Voilà. Et après, il a essayé. Par contre, c'est vrai qu'il a essayé de me réinviter quelques années plus tard. Il avait créé au Havre un truc qui s'appelle Positive Forum, donc avec Édouard Philippe. Et là, il m'avait écrit, parce qu'entre-temps, j'étais devenu l'avocat de Wikileaks, j'avais eu mes portraits dans le supplément de je sais pas quoi, dans l'émission de Canal+ à l'époque. Et là, il m'avait écrit manuellement « Cher Juan », comme si, enfin, alors qu'il me traitait comme un chien quand je l'avais croisé, pour essayer de m'inviter. Et là, j'avais même pas répondu à son invitation. Voilà, c'est à peu près ma seule interaction avec Attali. Et de toute façon, Attali, vous savez, c'est compliqué de l'approcher. Je sais de source sûre que ça coûte 100 000 euros de l'avoir comme consultant. Donc c'est pas donné à tout le monde. Le point d'entrée, vous voyez, parce qu'il monnaie en fait son carnet d'adresses pour vous faire accéder à tel conseiller de l'Élysée, à tel conseiller du ministère des Affaires étrangères et ainsi de suite. Alors oui, puisque tu nous le permets Alors nous avons encore une question pour vous, Juan, pour toi, Juan Ronco. Dans la page 20 du livre Coup d'État, à un moment tu mentionnes les contremaîtres, les oligarques qui ont spolié. C'est une phrase. Et on sent en fait, là tu as rappelé un souvenir de ton enfance qui disait « J'enverrai l'armée pour aider l'Afrique ». On sent un sentiment au fond de toi qui a une forme d'esclavagisme moderne dans la mondialisation, de contrôle esclavagisme. Voilà, j'aimerais que tu t'exprimes. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience aujourd'hui que ce qui nous permet à peu près de survivre dignement en tant qu'être humain, c'est la mise en esclavage de populations à l'étranger, notamment dans le sud-est asiatique. Et ça, quand bien même notre vie soit difficile aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience qu'elle repose sur cette violence insupportable qu'on inflige à des millions de personnes qui vivent dans des conditions délétères et qui sont celles qui nous permettent d'éprouver encore un plaisir tout relatif et compensatoire, mais qui consiste à pouvoir aller acheter, alors selon notre capacité, à Zara, à Primark, à Shein, qu'importe, des t-shirts, des façons de s'habiller qui vont nous différencier du reste de la population. Et ça, c'est peut-être la perversion ultime de ce système. C'est-à-dire qu'alors même qu'on est en fait qu'on est déclassé en tant que peuple, qu'on souffre de plus en plus, le peu de plaisir qu'on continue à nous donner repose sur une exploitation encore plus violente d'autres populations qui sont encore en plus bas de l'échelle. Et j'étais allé au Bangladesh justement pour travailler sur ces sujets. C'est fascinant le Bangladesh parce que c'est vraiment les usines du monde aujourd'hui textiles qui vont bientôt se faire balayer par la robotisation et l'intelligence artificielle parce qu'on commence à voir des manufactures textiles en Chine de façon massive qui n'ont plus du tout d'employés, qui ont réussi à tout mécaniser. Et là-bas, donc vous avez des gens qui font ce travail dans des ateliers qui sont relativement petits pour la plupart, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui vivent dans une misère noire. Et il y a au centre de la capitale, à Dhaka, des centres commerciaux qui ressemblent aux nôtres, en moins bien, avec des lumières, plutôt des néons, enfin tout est moins luxuriant, mais qui sont censés répondre aux besoins de consommation d'une classe moyenne émergente qui peu à peu commence à naître. Mais on parle de pays avec des centaines de millions de personnes, c'est-à-dire que là on en arrive même à la question écologique, de la soutenabilité de la généralisation de nos modèles d'hyperproduction, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en réalité, comme le capital est capté par ces grandes entreprises, donc Chine à Singapour, Zara en Espagne,
ils récupèrent pas assez pour créer des classes moyennes. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a autour de ces centres commerciaux qui sont un peu délabrés au moment même d'être construits, il y a des marchés qui vendent les chutes des productions textiles qui nous arrivent. Et donc, vous avez comme ça une sorte de dégradé de l'aspirant consommateur. On est au sommet de la chaîne alimentaire en réalité à ce niveau-là, si on réfléchit en termes de capacité de consommation. Et il y a une sorte de direction générale. Pourquoi ? Parce qu'on a détruit toute leur structure traditionnelle. On en revient à cette question. Il n'y a plus de possibilité de survivre en dehors de ce système pour eux. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Maintenant, ils sont obligés de s'accrocher à cette monstruosité qu'on a fabriquée nous-mêmes. Et la reconstruction va être extraordinairement lente. Et si on a un discours un peu eschatologique ou fantasmatique, c'est-à-dire si on sort de la rationalité et de la certitude, qui est ce à quoi je m'attache, mais si on essaie de réfléchir par hypothèse, est-ce que la dénatalité, est-ce que la stabilisation, la stagnation et bientôt la décroissance de la population ne serait pas liée à une forme d'intériorisation du fait que ça va nulle part ? Vous voyez, comme l'espèce humaine qui elle-même finit par s'autoréguler et se dire, mais en fait, on ne va pas continuer à accumuler dans cette direction-là. Et il y a une sorte, du coup, d'inconscient collectif qui se crée. On se dit, on ne va pas faire d'enfants si c'est pour aller dans cette direction-là. Sauf que ce que ça génère, c'est la destruction de ce qui fait l'humanité en même temps, c'est-à-dire la capacité à aimer, à fonder une famille. Et on se retrouve dans des boucles dépressives et déstructurantes pour les plus jeunes d'entre nous qui sont particulièrement délétères et nocives. Ok, très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais appeler Agnès et Paul-Édouard pour venir parler du compte-rendu un petit peu de l'atelier constituant, voilà, qui a abouti à un premier article qui vise la constitution des médias, en fait, comment encadrer l'indépendance en quelque sorte des médias. Je précise qu'il y a eu un vote, en fait, entre la justice et les médias. Les gens ont décidé de travailler sur la question des médias, que énormément de choses intelligentes ont été dites dans cet atelier. Là, le but, c'était la construction d'une loi. Alors, il n'y aura pas exactement le rendu de toute l'intelligence qui a été mise en œuvre et des nombreuses très très bonnes propositions qu'il y avait. Mais ça a été encore une fois de plus l'occasion de se rendre compte de la vivacité intellectuelle, de la spontanéité, la capacité de construction et même d'écoute qu'ont les gens si on les laisse faire et qu'on leur donne un cadre agréable, sympathique, neutre, pour pouvoir exercer leur pensée et leur dialogue. Donc, Paul-Édouard, je ne me souviens plus, non, c'est Agnès, voilà. Je t'invite à lire, puisque c'était toi qui avais abouti, en fait, quasiment au commencement de cet article. Ça marche ? Ouais, ok. Oui, alors bonjour d'abord. C'est plutôt une écriture commune, en fait, parce que l'objectif au départ, c'était que les citoyens écrivent leurs lois constitutionnelles, mais surtout il y avait un objectif transversal qui était de montrer que chacun a la faculté d'écrire ce qui constitue la société. C'est-à-dire grosso modo, c'est transcrire en mots, comment s'unir et faire société, si je peux me permettre. Alors peut-être que ce n'est que la retranscription de mon propos, donc j'y mets toute la réserve. Donc nous avons d'un commun accord voté chaque terme et nous étions 19. La thématique c'était les médias et nous avons essayé de problématiser le financement des médias et son contrôle. Donc, est sorti le texte suivant. L'information est un bien commun soumise au droit d'être contrôlée par une commission composée de citoyens tirés au sort. Les structures médiatiques... Stop. On va laisser ça juste là. Voilà. Merci. Que déjà Juan Branco puisse répondre à cette première affirmation. Voilà. Elles sont articulées ou pas? Parce que peut-être qu'il faut voir la totalité d'abord. Alors, si tu veux, si vous voulez. La fin n'est pas très longue dans tous les cas. Donc, les structures médiatiques appartiennent à leurs salariés. Ok. Donc, on peut la relire dans son ensemble, du coup, qu'on l'ait tous à l'esprit. Donc, l'information est un bien commun soumis au droit d'être contrôlé par une commission composée de citoyens tirés au sort. Les structures médiatiques appartiennent à leurs salariés. Voilà, et je vous invite bien sûr
à intervenir pendant que Juan Branco interviendra aussi, si vous voulez apporter des précisions par rapport à ce qui était dit. Est-ce que, juste une précision sémantique, est-ce qu'il faudrait que ce soit devoir plutôt que droit sur la première partie? Est-ce qu'on peut la relire avec devoir, juste pour avoir une idée de si c'est plus cohérent ou pas? Allez, je me prête à l'exercice. L'information est un bien commun soumise au devoir d'être contrôlée par une commission composée de citoyens tirés au sort. Les structures médiatiques appartiennent à leurs salariés. Ok, en toutes circonstances, sur la question du contrôle démocratique, est-ce que vous avez réfléchi à quel niveau il s'opère? C'est-à-dire, est-ce que c'est chaque structure médiatique qui est contrôlée par une commission de citoyens tirés au sort? Est-ce que c'est l'espace? Est-ce qu'en gros, on crée une ARCOM, mais dirigée par des gens qui sont... par des citoyens qui sont tirés au sort? Enfin, vous voyez, est-ce que c'est l'ensemble de l'écosystème médiatique qui est régulé par une commission de citoyens tirés au sort, ou une commission pour chaque média? Enfin, est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là? C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. On a eu Gunnar pour réfléchir à la question. On n'avait pas forcément sa réponse à cette partie-là. Ok, parce que il y a plein de questions sous-jacentes. La première, c'est est-ce qu'on laisse une forme de pluralisme médiatique s'installer où chaque entrepreneur qui veut créer son média, entrepreneur au sens, qui veut créer son propre média, qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, a le droit de le faire, et il n'y a pas de contrôle sur le fonctionnement interne de son média, et il n'y a qu'un contrôle de l'écosystème avec des règles qui assurent le pluralisme. Ça, ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un contrôle citoyen, y compris sur le fonctionnement interne de chaque média? Ça, c'est une des premières questions à résoudre, à mon sens, sur la première partie de cette proposition législative. Et si c'est le cas, de quelle manière? Et donc, en fait, la question sous-jacente à ça, c'est est-ce qu'on croit quelque part à une forme de libre entreprise de la pensée où il vaut mieux laisser les gens construire par eux-mêmes leur logiciel, leur façon de se rencontrer, de percevoir le monde, et ensuite juste s'assurer que ce qui est présenté à l'ensemble des citoyens reflète la diversité de chacune de ces petites entreprises? Ou est-ce qu'on essaye d'imposer à chaque média un socle commun minimal qu'ils doivent respecter, qu'ils ne doivent pas dépasser? Ou est-ce que c'est les deux, d'ailleurs? Aujourd'hui, l'ARCOM, ce qu'elle fait en théorie, ce qu'elle devrait faire, c'est s'assurer qu'il y ait un certain nombre d'obligations qui s'appliquent à chaque média existant, quelle que soit leur orientation idéologique, qui fassent qu'ils ne débordent pas d'un certain cadre. Ça, c'est un premier point. Mais après, il n'y a pas de contrôle sur le fonctionnement interne du média. Enfin, théoriquement, il y en a, parce qu'il y a des lois sur l'intervention des actionnaires dans le contenu. C'est pour ça que vous entendez à chaque fois Vincent Bolloré mentir devant les commissions parlementaires en disant qu'il ne s'est jamais occupé de ces médias. Et c'est le cas pour Xavier Niel, Bernard Arnault. Mais en tout cas, je pense que ça serait un élément qui serait important. Et sur la propriété des médias, là aussi, c'est très important qu'on réfléchisse à ce sujet. Est-ce qu'on crée un système parfaitement et purement égalitariste où chaque personne que l'on recrute a une voix identique à celle des autres, parce que de facto, c'est ce qu'on crée si on donne la propriété, à moins qu'on permette à des salariés d'avoir plus de droits de propriété que d'autres. Enfin, tout ça, c'est à réfléchir. Donc, est-ce qu'on croit en cette fiction ou cette réalité égalitariste parfaite, ou est-ce qu'on laisse là aussi une forme de degré d'autonomie, de gestion sur les modalités de détention du capital et de gestion des entreprises de presse, mais en fixant des conditions qui feraient qu'il ne peut y avoir que des entités de presse indépendantes de toute autre structure économique, qu'on ne peut qu'être propriétaire de médias et pas être propriétaire d'une industrie ou de quelque chose à côté. Enfin, ça fait partie des réflexions qu'à mon avis, il va falloir qu'on soumette et auquel il faut qu'on se soumette rapidement, parce que ça va être le point de départ de notre révolution, en fait. Disons, on réussit notre coup d'État légal et on gagne la présidentielle. Avant tous les référendums dont on parle, le point de départ, c'est l'assainissement des médias. Parce que si le débat public est truqué, s'il y a des forces oligarchiques qui continuent à orienter les discussions, on ne va jamais avoir la capacité à s'autodéterminer et on va se faire polluer, et les citoyens français vont se faire polluer de telle façon que sur l'euro, sur l'Europe, sur même le RIC, en fait, ils vont pouvoir se faire tromper par ces personnes qui veulent garder le pouvoir. Et donc, la réflexion sur les modalités de reprise en main, bon, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut sortir les propriétaires des médias existants. Ça, c'est le point de départ qui est très clair, qui est évident. Mais quelles sont les contraintes qu'on fixe à partir de là? Je pense que c'est un des grands sujets de délibération collective qu'on doit avoir pour pouvoir être opérationnel très rapidement. Vous voyez, et ça, c'est une des propositions qui doit être discutée, enfin en tout cas la deuxième, la question de l'accès aux salariés. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de façon
sincère aux coûts et aux opportunités de fonctionnement comme celui-là. Parce que ça peut avoir un sens d'avoir des sociétés médiatiques qui soient hiérarchisées ou structurées. C'est-à-dire ça peut avoir un sens qu'il y ait un directeur de la rédaction qui, disons, est une tête pensante super intelligente et qui ait envie de diriger son bateau pour l'amener à un instant T et qui demande à ses journalistes de s'occuper plutôt de tel ou tel sujet dans un cadre sur lequel il est prise. À l'inverse, on peut penser que la force de la délibération collective et du vote et de l'Assemblée pourrait permettre de donner cette cohérence alternativement. Mais il faut qu'on en débatte. Je pense qu'il n'y a pas de solution naturelle qui s'impose. Est-ce que vous trouvez la formulation valide? Est-ce que ça pourrait constituer un début de texte légal, un début de constitution sur les médias? Si on traite ces questions-là, si on prend des décisions sur ces questions-là, oui. Et après, parce qu'en fait, le processus législatif, donc il y a la conformité à la Constitution qu'on se donnerait, d'accord. Il y a la loi en elle-même, d'accord. Et ensuite, il y a tout l'aspect réglementaire qui vient permettre l'application de la loi. Donc, notamment, par exemple, les bien nommés décrets d'application, qui vont spécifier les conditions et qui vont en fait expliciter le grand principe en lui donnant une forme qui soit exécutoire, quoi, enfin, qui permette effectivement de la mettre en œuvre. Et je pense que la deuxième partie en soi, ça serait applicable immédiatement. Enfin, si on décidait que c'était un bon principe, c'est assez évident. La première, peut-être, aurait besoin en fait d'une élaboration notamment sur justement la question de droit ou devoir et la question de la nature des commissions citoyennes, dans quelle nature. Et puis après, il y a tous les détails. Comment est-ce qu'elles se réunissent? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire derrière pour l'affiner, pour s'assurer que ce ne soit pas des dispositifs qui puissent être détournés ou contournés. On parlait du RIC tout à l'heure. La question des seuils de déclenchement du RIC sont fondamentales, parce que c'est ce qui explique, par exemple, que le référendum d'initiative populaire qui existe n'est en réalité soit inutile, parce qu'on a fixé des seuils qui sont beaucoup trop élevés et qui ont fait que même sur l'aéroport de Paris, on n'a pas réussi à obtenir quelque chose. Je remercie Agnès et Paul-Édouard. Alors très très brièvement, vous savez qu'on en a parlé, on n'a pas le temps, mais il y avait une question qui agitait tout le monde, c'est le veto présidentiel. En fait, l'idée du veto présidentiel sur une adoption d'une loi, y compris par référendum, c'est l'idée qu'à un moment donné, il peut y avoir une contradiction entre l'intention ou la volonté d'un peuple sur un point donné et la cohérence de projet d'ensemble que les personnes qu'elle s'est choisies a tenté d'imprimer sur son peuple sur les années de mandat qu'il a eu. Et donc évidemment, si on crée un veto présidentiel sec comme cela, ça reviendrait à abolir la possibilité pour le peuple d'énoncer sa volonté, ça ne servirait à rien. Par contre, à la source de l'idée venait la possibilité d'un veto présidentiel qui implique donc de soumettre cette question à le vote. Pardon. Donc on a un référendum qui est adopté. Le président de la République considère, pour une raison X ou Y, que ça remet en question la construction politique qu'il est en train de mettre en œuvre depuis X années. Il a le droit de mettre son veto à une condition, que ça déclenche immédiatement un vote sur la continuation de son mandat ou pas. Et donc s'il le perd, le référendum est adopté et lui il part. Et par contre, s'il le gagne, c'est que les Français lui font confiance pour continuer dans ces directions données et font confiance au fait que s'il a engagé son veto sur ce point, c'est qu'il y a de bonnes raisons qui n'avaient pas forcément été prises en compte dans la délibération sur le RIC. Parce que l'idée, en gros, c'est que les RIC, il y en ait tout le temps. Enfin, qu'il y en ait en tout cas suffisamment souvent, et que le président de la République, il ne s'implique pas dans le débat politique sur ces questions-là. Vous voyez, que ce soit un débat entre citoyens, qu'on sorte... C'était un peu... Quand Emmanuel Macron a proposé d'organiser des référendums dans ses vœux de l'année dernière, bon, d'ailleurs, au-delà du fait qu'il ne soit pas capable de tenir ses promesses, ça ne changeait rien au problème démocratique en réalité, parce que vous dépendez toujours de ce que le président de la République va vous imposer, des conditions dans lesquelles il va vous poser la question, et évidemment de l'orientation que lui va vouloir donner à la discussion. Et en réalité, ça devient un référendum sur sa personne directement. Donc l'idée, c'est d'une part de déconnecter le président des débats sur les RIC, mais par contre, quand il y a un des RIC qui arrive et qui, disons, fait qu'on renonce à la dissuasion nucléaire. Vous voyez, après, quelqu'un propose qu'on renonce à la dissuasion nucléaire, et disons parce que c'était perdu entre 5 ou 10 propositions, ou qu'il y a une participation un peu faible, la décision qui est prise
va en contradiction flagrante avec la politique de la nation qui avait été adoptée par le président de la République, voire, selon lui, contredit les intérêts de la nation, et lui veut que ce soit un vrai débat national. Vous voyez, il veut qu'on en rediscute sur cette base. Il arrive et il dit, bon, moi je souhaite qu'il y ait cette discussion, et je considère que c'est tellement important que je mets en jeu mon mandat. Et qu'en fait, si vous me désavouez en allant prendre cette direction alors que je propose l'inverse, bah, je comprends et je pars. Et donc, en gros, c'est une sorte d'équilibrage qui permet justement d'éviter que dans des circonstances historiques diverses, parce que parfois on peut se tromper collectivement, il ne faut pas non plus se faire une confiance aveugle, il y ait la possibilité d'une deuxième délibération sur les questions qu'on aura soumises en vote, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu... Ok, impeccable. Donc maintenant, je vais appeler les gens. Ah, les gens ont aimé cette réponse. Je vais appeler donc Riyad pour l'atelier média, qui va faire un petit peu le compte-rendu. Bonsoir Maître Branco, donc on vous a préparé 2 questions qui sont ressorties de l'atelier média. La première, comment se battre contre l'idéologie suprémaciste israélienne qui possède une influence conséquente sur nos plateaux TV et ainsi récupérer la main sur le narratif? Pour la deuxième. Bah, tout simplement en rendant les médias au peuple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on a une partie des médias français qui avait été racheté par quelqu'un, Patrick Drahi, qui donc est un double national franco-israélien et qui avait décidé de faire de I24 la chaîne de propagande de Netanyahou parce qu'il est très proche du chef du gouvernement israélien, qu'il a des liens d'affaires avec lui, et par ailleurs qui du coup avait aussi donné des instructions à son autre média qui était BFM pour assurer un traitement partial de l'information avec des invitations régulières du porte-parole de l'armée israélienne et autres. Et donc je vous donne un exemple, mais en réalité il y en a plusieurs de cet ordre-là, qui font qu'à travers les mécanismes oligarchiques, les gens qui ont du pouvoir essaient d'influencer la ligne éditoriale et du coup l'orientent d'une façon qui soit négative pour le débat public. Par ailleurs, la France insoumise en avait fait au moment des européennes un sujet de débat politique majeur en propulsant la figure de Rima Hassan en la mettant 7e en tête de liste. Et ça a fait que le conflit israélo-palestinien a été instrumentalisé à des fins de règlement de compte intrapolitique. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une façon d'éliminer la LFI. Pour la LFI, c'était une façon d'exister. Enfin, vous voyez, on est rentré dans un dispositif assez malsain où d'un conflit qui a ses enjeux propres, on en est arrivé à des enjeux de politique intérieure qui dépassaient largement les questions éditoriales qui étaient, enfin le traitement éditorial qu'il aurait dû avoir normalement. Donc moi je pense que l'assainissement, là on parle de cette question-là, on pourrait parler d'immigration, on pourrait parler de... En gros, je vais vous donner un exemple très simple et sans nier que ça puisse être une question légitime. Tant que le mouvement des Gilets jaunes existait, on n'a plus du tout parlé d'immigration sur les chaînes publiques. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout d'un coup au centre des médias la question qui était la plus importante à l'époque, qui était d'une part la souveraineté populaire avec justement RIC, mandat impératif et compagnie, d'autre part la capacité à vivre, le pouvoir d'achat et autres. Et donc on se retrouvait dans une situation où dès le moment que vous pouvez traiter les vrais sujets, eh bien, la recherche de boucs émissaires devient ce qu'elle est, secondaire. C'est-à-dire, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le sujet d'obsession quotidien des Français. Et c'est la marge, enfin, en gros, la façon d'instrumentaliser les passions tristes de chacun d'entre nous. Donc, et de créer des points de clivage artificiels entre des forces politiques qui, par ailleurs, proposent à peu près la même chose. Ça aussi, c'est très important, parce que, je rappelle à chaque fois, ils sont bien gentils au Rassemblement national de faire croire que, en fait, en réalité, il y a une quelconque différence entre eux et les autres. Dès le moment que vous restez dans l'Union européenne, c'est réglé. Enfin, vous voyez, vous pouvez ajuster à la marge, vous pouvez faire du symbolique, mais en réalité, vous allez être dans le même espace social. Donc, voilà. Bon, pour la deuxième question, je voudrais d'abord citer un rapport du ministère, un rapport de février 2026 qui note une augmentation de 88% des actes anti-musulmans entre 2024 et 2025. Donc c'est une question qui va être liée à l'affaire Quentin. Comment expliquez-vous le traitement médiatique alors qu'on a un silence assourdissant sur les actes et assassinats, souvent par des personnalités ou des gens affiliés à l'extrême droite contre les musulmans de France ? En fait, l'affaire Quentin, elle a été très médiatisée de façon plus explicable que la France insoumise ne veut le comprendre, parce qu'elle a impliqué directement des personnes qui sont au sein d'un parti de gouvernement.
Et la France Insoumise avait assumé son alliance avec une association qui s'appelle la Jeune Garde, qui a été dissoute, à laquelle appartenaient plusieurs des personnes qui ont tué cet homme. Et c'est pas qu'elles y appartenaient, c'est qu'elles étaient les principaux cadres de cette organisation et qu'elles étaient par ailleurs assistants parlementaires de Raphaël Arnaud, qui était le fondateur de cette association et qui était promu à la tête, enfin qui était promu, oui, à la tête de la France Insoumise dans le Vaucluse, en gros, puisqu'il était élu député dans une circonscription du département, du fait de sa participation et de son engagement et de sa création dans cette association. Donc cette association, on a incité des jeunes qui participent à une association antifasciste à continuer des actions de confrontation directe avec des forces politiques marginales d'extrême droite. Et on les a amenés à... Et un homme qui se veut président de la République, Jean-Luc Mélenchon, les a glorifiés publiquement, de façon répétée, en leur disant qu'il fallait continuer, ainsi de suite. Et une fois que le meurtre est arrivé, que la dérive de cette vie, qui consiste à générer de la violence à l'échelle horizontale plutôt que d'essayer de se concentrer sur une violence à l'égard de nos maîtres, qui ne règle rien. C'est pas par des batailles de rue qu'on va battre notre adversaire idéologique aujourd'hui. C'est clairement pas en étant. On peut pas être à la fois un parti de gouvernement et un parti qui prétend participer à des rixes de cet ordre-là. Non seulement c'est arrivé, mais une fois que c'est arrivé, Jean-Luc Mélenchon a, à mon avis, dans une stratégie de provocation, mais qu'importe, réinsisté sur l'affection, le soutien. Et donc, évidemment, il a cherché à générer un point de clivage dans le débat public en sachant pertinemment que ça allait fixer les positions, et peut-être que ça l'intéresse pour des raisons diverses, dont celui d'être au centre du jeu médiatique pendant une période et de pouvoir renforcer son camp pour des raisons diverses et variées. Et non, il faut qu'on soit très conscient de plusieurs choses. Il est fondamental qu'on n'incite à aucun moment à une quelconque forme de violence horizontale. C'est pas possible de pousser les Français à se fracasser mutuellement et de alimenter d'une quelconque façon que ce soit cette séparation artificielle. Et la même chose que je dis aux gens de gauche, je l'avais dit aux gens de droite, dans un média d'ailleurs très à droite qui s'appelle Livre Noir, où j'avais fini il y a 3 ans mon entretien en prévenant les identitaires de Lyon des conséquences que ces batailles de rue complètement absurdes auraient et d'à quel point elles desservaient la France et à quel point elles étaient une instrumentalisation des questions identitaires en l'occurrence qui, en fait, rendaient service à l'oligarchie. Parce que si vous pensez que les Bouygues, les Niel, les Arnaud et les Drahi, dont vous voyez bien que ce sont eux qui font que les décisions, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien, sur la question des répartitions des ressources, c'est eux qui les influencent, si vous pensez qu'ils sont déstabilisés d'une quelconque façon par ces batailles de rue ou que ça les affecte ou qu'ils en ont quelque chose à faire, au contraire, ils sont ravis qu'on se déchire sur les terrains identitaires. Ils sont ravis qu'on se déchire sur une concurrence victimaire potentielle qui a été alimentée notamment par France Insoumise, qui consiste à dire oui, mais l'extrême droite tue aussi, oui, mais les actes anti-musulmans et compagnie. Ils dévient l'espace pour justifier potentiellement ou tenter d'expliquer une forme de violence et qui, du coup, évidemment, ne va pas être entendable par une grande partie de la population, qui va dire mais attendez, quel est le rapport et à quel moment ça justifierait ci et ça. Bref, on plonge dans un effondrement en fait collectif, où on refinit par trouver des adversaires et des ennemis à l'échelle horizontale, alors qu'en réalité, il va falloir à un moment se construire et se constituer en tant que société pour entamer le rapport de force de façon verticale. Et ce qu'avaient fait les Gilets jaunes. Et en fait, cette pensée-là, elle naît des Gilets jaunes. Moi, jeune adulte de gauche, à l'époque, je me retrouve à côté de royalistes, mais aussi à côté d'Antifa. Et ensemble, pendant que les antifas font leur coup de telle façon et permettent de dévier l'attention des forces de l'ordre, les autres peuvent manifester. Donc j'ai aucune présomption négative à l'égard des antifascistes. Et j'ai vu à quel point, contrairement à ce que pensent des gens très à droite qui considèrent que c'est eux qui ont pourri le mouvement, etc., à quel point leurs techniques de confrontation avec les forces de l'État à l'instant donné ont permis aux gens de pouvoir continuer à aller sur les Champs-Élysées. Vous voyez, parce qu'ils fixaient la violence d'État, et ils permettaient aux gens qui n'ont aucun rapport à la violence, qui ne sont pas du tout habitués à se faire fracasser par des gaz lacrymogènes et compagnie, et qui n'avaient qu'une chose, envie que d'une chose, c'était de se faire entendre sur la question de leur niveau de vie, sur la réforme politique et compagnie, d'avancer dans cette direction-là. Donc il faut qu'on fasse très attention aux dynamiques identitaires de cette nature-là. Vous me parlez des actes anti-musulmans.
c'est important de la même façon que c'est important les actes antisémites, les actes antichrétiens. Et donc, si on commence à segmenter la société française, ce qui ne veut pas dire nier qu'il y ait des problématiques, ce qui ne veut pas dire nier qu'il y ait des violences spécifiques, mais si on commence, nous, à rentrer dans ce discours-là, on va toujours trouver quelqu'un qui va surenchérir en disant « oui, mais moi, oui, mais ma communauté, oui, mais… » Et là, en fait, on perd notre possibilité d'établir un rapport de force vis-à-vis vertical parce qu'on est en train d'établir à l'horizontale. Ouais, j'entends très bien, mais si je pose la question à notre audience, qui est Ismaël Ali, tué le 6 janvier 2026 par des groupes d'extrême droite, je pense que personne n'a jamais entendu son nom. Parce qu'il n'a pas été tué par des gens rattachés au RN. Vous voyez, en fait, c'est ça qu'il faut c'est pas une relativisation de la mort. Qu'est-ce qui explique que le débat public se soit fixé sur Quentin de Ranc? C'était l'association assumée et volontairement publique entre une force qui se veut force de gouvernement, qui prétend diriger la France, et un groupuscule qui assume l'usage de la violence. Et en fait, la médiatisation, elle a eu pour objectif d'amener, et par exemple mes interventions dans l'espace public, ont eu pour objectif d'amener Jean-Luc Mélenchon à se dissocier de cette forme d'action, à dire qu'il ne légitimait pas le fait qu'on puisse mener à la mort des jeunes à travers une parole qui est une parole de futur président de la République. Ça n'implique pas de dire que la mort de Quentin Desranques est par ailleurs plus grave que celle d'une quelconque personne qui aurait été assassinée ou morte du fait de violences politiques. Que ce soit quelqu'un qui soit musulman, que ce soit une victime du Bataclan, que ce soit une victime de toutes les violences politiques qui, ces 30-40 dernières années, ont toutes, collectivement, contribué à dégrader notre espace public et social. Mais attention à ne pas rentrer, à mon sens, c'est une suggestion, après il peut y avoir une contradiction sur ce point, et je suis prêt à l'entendre, il faut qu'on fasse très très attention à ne pas rentrer dans ce système comparatiste où on essaye en permanence de montrer « oui, mais moi », j'ai été plus victime qu'un tel, oui, mais un tel a été plus victime que l'autre, oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de lui plutôt que de l'autre, qui est une défaillance dans le système informationnel, dans le traitement des violences politiques en général en France, c'est une évidence. C'est une évidence. Et je pense que personne de sincère ne niera l'existence de cette défaillance. Ok, c'était la fin. Alors, est-ce qu'il reste 5 minutes? Là, il est 18h04. Est-ce qu'on peut faire 5 minutes? Puisque c'est pas ça, parce qu'il y avait un autre atelier. Il y avait 2 autres questions, une sur le tirage au sort et une, Catherine, sur la défense. Merci beaucoup, Riyad. Voilà. Et Anouk, viens aussi, s'il te plaît. Tu pourras parler. Ouais, je sais, mais c'était important quand même. Bonjour, merci. Voilà, ma question, ce que j'essaye de savoir, c'est si on ne peut pas organiser, faire une association, une organisation pour défendre les victimes et rendre public des affaires. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui essayent de se faire défendre, qui n'arrivent pas, et qui essayent d'être entendus, et que des faits prouvés soient rendus simplement publics pour pouvoir avoir un recours, et pour que, au cas où des avocats comme Anne-Catherine, qui essaye de défendre des victimes, au moins soient protégés, mais par une organisation, par une association. Est-ce que ça serait possible d'intégrer au projet cette idée-là? Oui, je pense qu'il il y a des dispositions sur la protection évidemment des lanceurs d'alerte, et il faut absolument renforcer celles qui existent aujourd'hui, qui font qu'y compris lorsqu'on a une reconnaissance du statut de lanceur d'alerte, il n'y a pas de protection juridique effective qui sont déduits. Ça, c'est fondamental. Mais je pense que au-delà de la question du statut du lanceur d'alerte, au-delà de la question de la protection qui est aujourd'hui insuffisante, mais qui est importante par des institutions comme la Maison des lanceurs d'alerte, qui font un travail formidable, mais qui ont peu de moyens, il y a la question surtout de la réforme radicale du système judiciaire, qui aujourd'hui ne protège pas l'innocence et qui ne protège pas la vérité. En fait, il faut qu'on réfléchisse de façon beaucoup plus structurelle, de façon à ce qu'on ait moins besoin de lanceurs d'alerte, parce qu'il y a un vrai traitement des comportements prédateurs, criminels, délinquants, ou même des fraudes et autres, sans qu'on ait besoin d'en arriver à des dispositifs compensatoires une fois que la vie a été fracassée. Ce qui arrive beaucoup pour les lanceurs d'alerte, c'est qu'ils prennent des risques. On vient éventuellement, dans le meilleur des cas, les repêcher postérieurement, mais entre-temps, ce qu'ils ont perdu, ils ne le retrouveront plus. Vous voyez, et le plus souvent,
ce qu'on voit, c'est que les sacrifices qui sont faits, hier, on a parlé, des gens dans le public ont parlé de Stéphanie Gibault, qui a quand même permis de récupérer des milliards aux impôts en France. Sa vie a été ravagée. Et c'est complètement insoutenable qu'en tant que société, on n'ait à aucun moment pensé que cette personne méritait une reconnaissance et une protection telle qu'elle existait. Bon, aujourd'hui, on préfère donner la Légion d'honneur au majordome de Liliane Bettencourt et à des personnes comme ça. Vous voyez, il y a des changements structurels, à la fois sur le statut, sur le fonctionnement des institutions de la justice, mais il y a aussi un changement des personnes qui, à un moment donné, vont être portées au pouvoir et qui auront vocation non pas à soutenir leurs copains qui leur ont permis d'être élus, mais les personnes qui ont véritablement contribué au bien commun. Je ressens juste sur le sujet, c'était est-ce que c'est possible d'avoir une association en fait qui puisse défendre les lanceurs d'alerte? Elles existent. C'est-à-dire des associations comme la Maison des lanceurs d'alerte et autres ont déjà une existence, ou alors autrement, ceux qui attribuent le statut de lanceur d'alerte, par exemple le défenseur des droits et autres, ont une existence institutionnelle. La question, c'est leur capacité effective à les défendre. Personnellement, j'ai eu affaire plusieurs fois à la Maison des lanceurs d'alerte. Initialement, j'ai été reçue, entendue. On m'a dit, vous allez être un lanceur d'alerte. Et puis après, dans mon affaire, récemment, on m'a confirmé que l'affaire était bloquée pour d'autres raisons. Et on m'a dit, votre dossier et la personne en question, on ne me l'a pas dit directement, on m'a fait sous-entendre qu'aujourd'hui, rien ne serait fait pour la protection concernant mes dossiers et la personne en question, pour des raisons politico-financières. On me l'a dit. Donc là, même en allant régulièrement à la Maison des lanceurs des droits, en étant entendu initialement en me disant « oui, vous êtes un cas grave, une personne à protéger », je n'ai toujours rien. Manque d'indépendance. Oui, il faut répondre très 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 rapidement. Mais moi, j'ai pas de réponse particulière à apporter sur le cas spécifique parce que je connais pas votre situation. Mais de façon structurelle, j'en reviens à ce que je disais. Et après, vu que vous vouliez parler de tirage au sort, de façon générale, le tirage au sort comme méthode de contrôle des institutions qui sont en place pour défendre le bien commun, c'est-à-dire avoir des commissions de citoyens qui soient chargés d'avoir un droit de regard sur leur fonctionnement effectif, ça fait partie des méthodes qui permettent justement d'assurer une forme de rétro-contrôle démocratique en réalité des institutions qu'on a créées pour s'assurer qu'elles aillent dans la bonne direction. Après, il y a d'autres méthodes. Enfin, ce que vous me dites sur la maison des lanceurs d'alerte me fait penser à une expérience que j'ai eue avec Anticor, mais sur laquelle on ne va pas avoir le temps de développer, mais je le ferai une fois suivante, qui m'avait beaucoup qui m'avait permis de me rendre compte que même les institutions créées pour participer au bien commun peuvent parfois être instrumentalisées, voire être détournées de leur rôle originel. Ok, je sais qu'il reste beaucoup de choses à dire, Catherine, mais je suis désolé, j'ai un cœur tendre, sensible. Non, je voulais simplement dire, en plus j'ai eu affaire à Anticor, à des personnes de Mediapart. Alors au début, oui, et puis après, tout le monde disparaît. J'ai eu affaire à Maître Carsanti, j'ai eu affaire à Elise Van Beneden, j'ai eu affaire personnellement à des personnes comme ça. Donc, je dis manque d'indépendance du système français, tout simplement. Et le sujet est lancé, voilà, pour ceux qui veulent construire une association, un groupe qui pourra défendre véritablement les lanceurs d'alerte qui sont nombreux à être incorrectement défendus, parce que c'est le cas particulier de madame, mais il y a pas que... qui s'est créée notamment à cause de grandes difficultés qu'il y avait eu chez Anticor, qui s'appelle AC Corruption. Il faudrait peut-être voir de leur côté AC Corruption. Je connais personnellement donc Marcel Claude, ouais. Donc le directeur d'AC Anticorruption, qui initialement me dit je vais appeler Reflet pour rendre public cette affaire parce que c'est vraiment trop grave. Et puis finalement, j'ai tous les éléments qui prouvent qu'il abandonnait l'affaire malgré les pièces. Là encore. Donc j'ai fait le tour de tout le monde. Okay. En l'état, j'ai pas d'éléments. Et je n'arrive pas à rendre public l'affaire ni à être défendue. Et je ne suis pas la seule. Je représente de nombreuses victimes sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est ça l'important. Donc voilà, pas de réponse pour l'instant et les sujets sont complexes, mais j'invite tout le monde à s'y renseigner. Et voilà, pour le bouquet final, on va dire, il y a Anouk qui a une très jolie question, je trouve, qui va mettre un petit peu tout le monde d'accord dans tous ces sujets, et on terminera sur ça. Voilà, sur cette question. Oui, plus que jolie, fondamentale, importante. Merci. Moi, ça concerne la Terre sur laquelle nous vivons et les océans qui régulent la planète et nous permettent de vivre. Est-ce une priorité pour vous d'empêcher l'exploitation abusive et destructrice des forêts et des océans
qui tue massivement plantes, animaux et humains, et tout un système merveilleusement élaboré pour des bénéfices économiques et financiers. Alors d'abord, j'allais vous demander, est-ce que vous aideriez des associations? Après, je me suis dit, mais en fait, les associations, elles font le job des gouvernements. Alors, est-ce que vous travaillerez, je dis bien travaillerez, pariez, avec des personnes comme Claire Nouvian de Bloom, avec Paul Watson de Sea Shepherd, des personnes comme ça, et je veux dire, bon, vous connaissez les mensonges d'Emmanuel Macron sur les aires maritimes protégées qui ne le sont pas. Oui, alors, il y a réponse très rapide. Oui, alors il y a beaucoup d'éléments à répondre. La première, c'est, enfin, je vais commencer par la fin. Sur la question des aires maritimes, il y a un manque de moyens de l'État très clair, y compris en termes de flotte navale d'État, qui doit être résorbée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un moment le choix. C'est comme si on était un empire qui n'avait pas fait le choix final sur s'il était un empire ou pas. Et donc on garde des débris d'empire, des lambris d'empire un peu partout dans le monde, mais on ne met pas les moyens pour leur permettre tout simplement d'être protégés, de se développer de façon harmonieuse. Et c'est une grande problématique auxquelles sont confrontées les populations des Outre-mer et aussi évidemment la question des écosystèmes de façon plus générale. Sur la question de la protection de toute forme de vie sur cette planète, elle est évidemment au cœur de notre engagement. Et en fait, elle nous confronte face à des difficultés très importantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat écologique en France est beaucoup centré pendant plusieurs années sur la pure question de l'émission des gaz à effet de serre dans un pays qui était loin d'être, actuellement, je ne parle pas en cumulé sur des siècles, mais qui est loin d'être l'émetteur principal et dont la contribution à l'émission de façon générale est relativement faible, voire marginale. C'est-à-dire que toutes les variations qui interviendront à l'échelle de notre pays n'auront qu'un impact quasi nul sur la marche collective. Et entre-temps, cette focalisation sur cette question-là a écrasé tout l'espace qui aurait dû être attribué à toutes les questions écologiques qui sont soit liées, soit pas liées à ces enjeux, et notamment à la protection de la biodiversité sous toutes ses formes. Et donc, il est fondamental qu'on recommence à parler de façon beaucoup plus large que sur la simple question des émissions de gaz à effet de serre, de politiques écologiques qui soient cohérentes et qui nous permettent aussi... c'est un enjeu qui est fondamental et dans lequel on est... ce qui est très dangereux parce que la France peut très bien, y compris dans le cadre des années à venir, tel qu'il est programmé en termes climatiques ou autres, devenir une forme de petit paradis écologique. On en a les moyens et on a des instruments pour le faire. Mais si on est une bulle, ça va produire des problèmes, mais à des niveaux ahurissants, y compris en termes migratoires, y compris en termes de... Enfin, vous voyez, ça va en générer des conséquences extraordinaires. Et donc, on est à la fois obligé de réfléchir au niveau de la coopération internationale, mais avec des limitations énormes, parce qu'on voit bien que les marges d'action sont faibles, et un peu d'avoir une forme d'égoïsme qui consiste à dire comment est-ce qu'on protège notre petit espace et on le rend le moins vulnérable possible aux questions des prédations. Donc on réfléchit beaucoup sur ces questions. C'est une partie du programme qui n'est pas encore assez développée, sur laquelle j'incite vraiment à ce qu'il y ait un maximum de contributions pour qu'on puisse, de façon plus fine, essayer d'améliorer les politiques écologiques qui sont actuellement adoptées. Et ça m'a fait penser, juste, et je finirai là-dessus, parce que quand j'ai parlé du référendum et du veto présidentiel, j'ai parlé de la dissuasion nucléaire. Mais la question du nucléaire en elle-même, on était tous très majoritairement anti-nucléaire il y a 15 ans au sein de la population française, et il y a 10 ans, à cause du risque qui est généré par cette industrie. Et aujourd'hui, il y a une bascule du fait du gaz à effet de serre, enfin des effets liés au changement climatique. Et donc ça fait partie des enjeux où en réalité on peut collectivement aller dans un sens, puis après d'aller dans l'autre, et se tromper et se mettre en difficulté, et après avoir du mal à reprendre le bon chemin, et où du coup une interlocution entre deux instances, entre le peuple réuni en tant que peuple souverain pour prendre une décision, et disons un président de la République qui à un moment donné pourra présenter une perspective différente, est fondamentale, parce qu'on aurait pu commettre des erreurs dramatiques qui auraient fini de détruire notre indépendance énergétique, quelle que soit par ailleurs l'opinion qu'on puisse avoir sur le nucléaire et le choix initial qu'on a fait d'investir dedans. Vous voyez, une fois qu'il est fait, quel est le coût marginal d'en sortir ou pas? C'est une vraie question qui se pose dans une situation dans un pays comme la France. Ok. Attends, Anouk. Lui, il part dans 15 minutes, en fait. Donc, 13 minutes. Non, juste, est-ce que vous
rentreriez des personnes Ah oui, pardon, comme donc Claire Nouvian mais je pense qu'il faut et d'autres dans votre gouvernement. Mais ça, de façon collective, il faut qu'on reste extraordinairement ouvert à tous, vraiment, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de personnes différentes en permanence. Et juste, nous, en fait, on ne va pas fonctionner sur des personnes, on va fonctionner sur un projet. Oui, oui, non, mais là, c'est pas l'exemple de cette personne en particulier. C'est-à-dire que la composition du gouvernement, elle sera rendue secondaire d'une part par toutes les réformes institutionnelles qu'on va faire, qui vont faire que de toute façon, il y aura un contrôle démocratique sur qui aura à se charger d'un certain nombre de sujets, et d'autre part parce qu'on va avoir un cahier des charges très précis, vous voyez, qui va faire que la marge de manœuvre du ministre en question, elle sera quand même contrainte parce que le peuple aura décidé non seulement de proposer initialement, mais aussi par les dispositifs de contrôle qu'on mettra en œuvre. Et donc, en fait, chacun pourra contribuer, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'idée, c'est que l'influence soit moindre. Voilà. Ok, splendide. Merci à toutes les deux. Voilà, c'était important, je pense que tout le monde peut s'exprimer. Et non, là, il y a... Après... Tu fais ce que tu veux, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais après, on peut rembourser l'avion, hein, si jamais... Non, non, non. Parce que donc on institue le mandat révocatoire, et notamment un mi-mandat de façon obligatoire. Ça permet d'une part de contrôler si jamais on tombe sur un illuminé comme quelques personnes auxquelles on pense tous, d'éviter que la catastrophe s'intensifie. Et en même temps, ça permet à ceux qui, à un moment donné, seront appelés à prendre ces responsabilités, à pouvoir se projeter sur le temps long. C'est aussi simple que ça, savoir la possibilité de réfléchir. La Chine a sorti 1 milliard de personnes de la pauvreté parce qu'elles avaient des plans quinquennaux qui se succédaient de façon répétée, qui permettaient de ne pas avoir des variations, de ne pas voter chaque année une loi sur des priorités énergétiques, budgétaires, mais un peu d'avoir une projection d'avoir une projection qui leur permette d'avoir des priorités qui mettaient en marche la société dans une direction donnée, et on révise. Nous, on révisera, contrairement à eux, il y aura des votes, mais il y aura du coup un contrôle sur la société, mais qui devra intervenir quand même à des échéances qui permettent d'agir, en tout cas dans les grandes lignes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.